Bonjour à toutes et tous, nous sommes le mardi 24 octobre, il est 13h à Moscou, 18h à Pékin, il est 7h à Rio, il est 10h en temps universel, il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Salut Julot, salut Edwig, salut Sbiwi, salut Néron, salut Ishtar, salut qui d'autre, salut Ronan, salut Kyle, salut Johan Scan, salut Louise, salut So, Becca, j'ai peut-être oublié des gens. Bienvenue dans le grand stream du mardi, on est ensemble pour 2 heures et c'est super chouette, enfin je trouve. Hier on a testé le stream du lundi midi. A priori, ça vous a plu, il y avait pas mal de monde. On va essayer de continuer l'expérience au moins pendant les vacances scolaires, donc ce jeudi et jeudi prochain. Pendant ces 2 heures, on va parler de quoi ? On va parler des États-Unis et de la guerre entre Israël et le Hamas, avec en pointillé la place des Américains dans le conflit, leur influence. Et une question, est-ce que les États-Unis sont-ils encore les gendarmes du monde ? On va essayer de tourner autour de ce point d'interrogation avec 2 invités. Je vais vous les présenter dans un instant. Ça, ce sera pour une première partie de stream. Dans une seconde partie, on va retrouver Elisa de la rédac de Mademoiselle, qui va venir nous parler d'arbres, d'autoroutes et de grève de la faim. On aura aussi Aurore de Numérama qui nous emmènera en Arabie Saoudite avec un projet controversé à tout le moins de construction d'hôtels de luxe au milieu d'une vallée sauvage. Un projet soi-disant éco-responsable mais qui en fait détruit l'environnement. Et enfin, Binkadi, Emmanuel, Léo et Aurélia qui viendront nous présenter leurs livres Visibles, qui sont 40 portraits de grandes figures noires qui ont marqué l'histoire de la France mais qui restent méconnus et largement invisibilisés. Et j'ai oublié Oriane Villemer de la Fabrique de la Danse qui viendra nous parler du métier de chorégraphe avec pour la première fois en France un diplôme reconnu par l'État. Mais pour l'instant on retourne au Proche-Orient. Emmanuel Macron est en déplacement aujourd'hui à Tel Aviv, un peu plus de 2 semaines après les attaques terroristes du Hamas qui ont ensanglanté le pays, et quelques jours après le président américain Joe Biden et la première ministre italienne Giorgia Meloni. Un effort diplomatique pour éviter l'escalade, c'est ce que souligne Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Un plaidoyer pour l'aide humanitaire à Gaza. Le risque d'un embrasement du conflit inquiète la communauté internationale. L'Iran, allié du Hamas, a averti dimanche que la situation risquait de devenir incontrôlable au Moyen-Orient, transformée en une poudrière. Les États-Unis, eux, ont parallèlement renforcé leur présence militaire dans la région. Les États-Unis qui affirmaient par la voix de leur président Joe Biden, il y a une dizaine de jours, que le soutien américain était solide, je cite, et inébranlable. On va parler de ça donc ce midi, la position américaine, alliée de longue date d'Israël. On va parler des États-Unis, gendarmes du monde ou pas, de leur leadership au Proche-Orient, de leur position face à l'Iran. On va parler des États-Unis, désunis à l'intérieur sur la question aussi. Et on va en parler avec vous dans le chat. Allez-y, posez vos questions. Je vais essayer de faire répondre tout le monde, de passer les questions de tout le monde. Mais aussi et surtout avec 2 invités que je vous présente. Héloïse Fayet, bonjour. Bonjour le chat. Héloïse, tu es chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Et à ta droite, et à ta gauche, et en face de moi, à chaque fois je me plante. Frédéric Ancel, salut Frédéric. Bonjour. Frédéric, tu es docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de Les Voix de la Puissance, paru aux éditions Odile Jacob, j'ai tout bon. Pour l'instant, oui. Salut à tous les deux. Emmanuel Macron est à Tel Aviv aujourd'hui, en Israël donc, pour afficher son soutien au pays, mais aussi avec un objectif, reprendre un processus de paix. Il a dit vouloir parler de la création d'un État palestinien, de l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie. Est-ce que le président de la République a des chances d'être entendu ? Le premier qui veut. Et salut Nawal qui vient de nous rejoindre. Non seulement, bonjour à tous, non seulement il a des chances d'être entendu, mais il sera entendu. Le problème est de savoir, 1, par qui, 2, pourquoi faire. Et qu'est-ce qu'il va proposer. Ce qui est intéressant, et je le dis avec d'autant plus de force que ces dernières semaines, ces derniers jours, j'entends, comme souvent, beaucoup de ricanements sur le poids de la France, sur la politique de la France, sur ce que peut faire la France, notamment au Moyen-Orient. Et je pense qu'on a tort. D'abord parce que, contrairement à ce que prétendent beaucoup de gens, on n'est pas aligné sur la position américaine. Le fait que tu viens de rappeler, à juste titre, que la France se perçoit dans le jour d'après, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura de nouveau les conditions réunies pour un processus de paix, avec notamment la solution à 2 États, ça c'est assez nouveau au regard des présences très testimoniales, c'est-à-dire des témoignages en quelque sorte d'empathie des chefs d'État et de gouvernement européens et américains. Eux l'ont pas dit, eux étaient là juste pour soutenir Israël, ce qui est très bien, sauf qu'ils ne s'inscrivaient pas dans le jour d'après. Emmanuel Macron, oui, ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons des relais dans la région. Alors on peut toujours ricaner, mais l'Égypte, qui est quand même contiguë à la bande de Gaza, c'est un État tout à fait ami et client de la France. La Jordanie
est un État ami, sinon allié, les Émirats Arabes Unis. Alors là, c'est vraiment une alliance stratégique tout à fait fondamentale. Et par ailleurs, on entretient d'excellents rapports, 1, avec Israël, et 2, avec l'autorité palestinienne. Alors, si Emmanuel Macron n'a rien à dire, personne au monde n'a rien à dire dans la région. Maintenant, encore une fois, je serai prudent, et je finis avec cette question centrale. Je ne sais pas si Emmanuel Macron va pouvoir proposer au-delà de quelque chose qui s'inscrit dans l'humanitaire. Ça, je pense qu'il va récupérer quelque chose. Après, dans le politique, donc dans le dur, je ne sais pas. Mais inversons le postulat. S'il ne l'avait pas tenté, qu'est-ce qu'on aurait dit de la France ? Héloïse Fayet. Oui, après on peut se dire aussi qu'il tente peut-être un petit peu tard. Ça fait plus de 2 semaines que le conflit a commencé. Il y a d'autres chefs d'État qui se sont rendus en Israël avant. Après, on sait qu'il a attendu le bon moment. Alors qu'est-ce que c'est évidemment le bon moment Le Quai d'Orsay le sait peut-être. La cellule diplomatique de l'Élysée sûrement, je l'espère. Et puis et Israël aussi. Mais Emmanuel Macron s'était dès 2017 inscrit dans ce que lui-même a appelé la tradition gaulo-mitterrandienne de la politique étrangère et en particulier au Moyen-Orient. Et il faut se rappeler qu'effectivement, depuis le début, enfin pas tout à fait depuis le début, parce qu'en réalité, De Gaulle a soutenu Israël pendant un temps, mais à partir des années 60-70, la France avait adopté ce qu'on a appelé donc une politique arabe, avec un soutien affiché aux pays arabes de la région. On se rappelle notamment qu'on avait vendu pas mal d'armes à l'Irak, ce qui nous avait mis en posture un petit peu compliquée en 90-91, lorsqu'il a fallu lutter contre l'Irak pendant la première guerre du Golfe. Mais ensuite, Jacques Chirac avait maintenu justement cette politique arabe. On se souvient qu'il était allé à Jérusalem, Do you want me to go back to my plane? Enfin voilà, ces images en fait qu'on a d'un Chirac assez pro-palestinien, assez populaire dans le monde arabe. Et donc c'est sûr que Macron essaie de se réinvestir en fait dans cette dynamique-là. Après, la situation dans le monde arabe a changé, la situation au Proche-Orient a changé, et on a cru pendant un temps que la cause palestinienne était peut-être un petit peu moins mobilisatrice qu'avant. Ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, donc la normalisation des relations entre Israël et puis certains pays du Golfe, donc Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, et puis aussi le Soudan et le Maroc, on fait croire que la cause palestinienne était devenue moins importante parce qu'en fait, pour le dire clairement, tout le monde s'en fichait. Enfin, en tout cas, les gouvernements, pas les opinions publiques des pays arabes, mais en tout cas les gouvernements. Et là, en fait, ça nous rappelle que même si ça fait... on est en 2023, 1948, je suis pas très bonne en maths, mais bon, ça fait très très longtemps que ça dure, et que en fait la guerre actuelle, elle va nous obliger à trouver peut-être pas une solution, mais en tout cas le retour au statu quo, donc ce qui avait lieu avant le 7 octobre est à mon avis plus possible, et il y a forcément un rôle à jouer pour la France, pour les États-Unis et pour les pays européens, et puis peut-être aussi après pour la Chine et la Russie. Dans le chat, il y a Nawal qui dit ouais, c'est quand même un peu tard, et aussi avec un discours différent des premiers jours. Professeur Wanabi qui dit oui, je trouve aussi que le faire au moment où l'armée terrestre va rentrer dans Gaza, c'est limite trop tard. Ouais. Asram qui dit il a probablement Emmanuel Macron beaucoup à dire, mais qui est capable d'entendre, d'écouter aujourd'hui entre les différents intervenants. Et Nawal qui dit après Macron est plus un Sarkozy qu'un Chirac. C'est compliqué. Sur la position israélienne, je pense pas. Je pense qu'il se rapproche peut-être plus de Chirac. Il avait essayé d'ailleurs quand on était allé en Israël, alors je sais plus quand, mais il avait essayé de refaire la fameuse séquence de s'opposer à des policiers israéliens. Janvier 2020. De s'opposer à des policiers israéliens dans la vieille ville. Bon, ça avait été un petit peu critiqué parce qu'on voyait justement que c'était un peu exagéré. Donc non, je pense qu'il est quand même plus proche d'un Chirac que d'un Sarkozy. Sarkozy qui avait quand même une position assumée pro-israélienne. Il l'avait dit dans ses discours, je suis l'ami d'Israël, tout ça. Et après, sur le tempo, alors sur l'invasion terrestre, on pourra en reparler, mais elle a toujours pas commencé. Il y a toujours des préparatifs en cours, mais on peut justement se dire que c'est grâce à ces efforts diplomatiques qui sont portés par les États-Unis, par la France, par essayer de libérer les otages, qu'elle n'a pas commencé. Bon. Après, les bombardements continuent et ça fait toujours des morts, par contre, palestiniens. Non, sur l'intervention au sol, ce ne sont pas les efforts diplomatiques et les efforts humanitaires qui changent la donne. Le ministre de la Défense, ministre israélien de la Défense, dès le massacre du 7 octobre, a dit très clairement quelque chose qui est passé sous silence. Il a dit, à Gaza, nous allons abolir le temps.
Donc les Israéliens prennent le temps pour renforcer le rapport de force sur le terrain. Certainement pas parce qu'il y a un balai diplomatique. La détermination des Israéliens, que je connais depuis 1986, sur lesquels j'ai fait pratiquement toutes mes études universitaires et sur lesquels j'enseigne. Pareil pour les Palestiniens d'ailleurs, et je parle les deux langues. Hein. Donc je peux vous dire que là, la détermination, 1, l'union, 2, la rage, 3, je les ai jamais vus. Donc ça, les Israéliens vont y aller. De toute façon, ni Biden, ni les Européens n'ont demandé aux Israéliens de ne pas riposter. Donc, par contre, il s'agit de respecter le droit humanitaire. Oui, mais c'est une question d'image. Mais c'est autre chose. Voilà. Oui, mais c'est autre chose. Donc, on est sur deux thématiques différentes. Après, sur les questions, sur le fameux gaulo-mitterrandisme auquel je n'ai strictement absolument jamais cru, parce que, si vous voulez, De Gaulle, à l'époque de l'affaire des missiles de Cuba, il se range très clairement du côté américain. Mitterrand, en 83, c'est lui qui dit les euromissiles sont à l'est et les pacifistes à l'ouest. Donc ça, moi, j'y crois pas. La position de la France a toujours été la même. Après, elle est exprimée de manière plus ou moins forte, plus ou moins vive, dans des circonstances différentes. Mais c'est toujours la même, d'ailleurs, c'est la position onusienne. La solution des deux États, pour faire court. Et je pense que Emmanuel Macron est là aussi pour le rappeler. Alors, certains de nos amis qui nous écoutent et nous regardent regrettent peut-être que Emmanuel Macron aille un petit peu après. Oui, mais, il y a attention, qui dit, par exemple, la ligne politique de Macron n'était pas très claire depuis le début. On est passé d'un soutien inconditionnel à Israël, puis un soutien à Israël dans le respect du droit international, puis un soutien à Israël, mais une pause humanitaire et l'arrêt de la colonisation. Sa ligne n'était pas... Alors, juste d'un mot, les choses sont claires. Non, mais au regard de l'ONU, et pas seulement des Occidentaux, le Hamas est un mouvement terroriste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui a été perpétré le 7 octobre n'est pas une attaque militaire, mais un gigantesque massacre. Bon, donc un crime contre l'humanité. De ce point de vue-là, Emmanuel Macron, aux 20h, c'est pas rien, hein, aux 20h, avait raison d'employer des mots extrêmement empathiques vis-à-vis d'Israël. De la même manière qu'aujourd'hui, à mon avis, il a tout à fait raison de rappeler ce qui, à terme, ce que j'appelle le jour d'après, l'année d'après, la décennie d'après, mais il faudra bien un jour qu'on y parvienne à cette solution des deux États, que c'est quelque chose d'important. Dans le chat, on avait... Oui, parce qu'il y a la question des otages. Il y a Ticlem qui demande est-ce qu'Emmanuel Macron va-t-il pouvoir obtenir des libérations d'otages français ? Il y est aussi un petit peu aussi pour ça. Ouais, c'est la question qu'on se pose parce que là, il y a quand même deux otages américaines qui ont été libérées. Emmanuel Macron, qui vient de présenter les condoléances de la France au peuple israélien. Lors d'une déclaration avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, c'est ce que nous apprend France Info à l'instant, pardon. Oui, il y a au moins une otage française dans la bande de Gaza. Alors, effectivement, vu que c'est quand même une ressortissante française dont la vie est en jeu, je pense pas qu'il se repose uniquement sur Israël. Après, est-ce qu'il va avoir les moyens de faire pression ? Est-ce qu'on va peut-être, je sais pas, engager des forces spéciales pour libérer cet otage ? Je pense que tout est possible. Mais ça reste ça reste aussi une tâche israélienne de préparer l'opération de façon à ce que les otages soient libérés ou non. Et on se rappelle que c'était l'un des dilemmes au début, post 7 octobre. Est-ce que en fait bombardement aérien sans discrimination au risque de tuer des otages, mais afin de faire le maximum de dégâts possibles sur les combattants du Hamas et puis sur Gaza, ou alors des frappes un peu plus chirurgicales avec des opérations au sol pour libérer les otages, mais du coup au prix en fait de la vie de militaires israéliens. Et on voit qu'il y a quand même un lobbying assez important des familles d'otages pour qu'elles soient libérées, parce qu'on sait que le coût de la vie israélienne est extrêmement élevé aux yeux du gouvernement. On se souvient de Gilad Shalit qui avait passé plusieurs années, c'était un soldat franco-israélien, qui avait passé plusieurs années dans la bande de Gaza, et énormément d'efforts avaient été faits pour sa libération en échange de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens. Frédéric ? Oui, c'est une variable importante dans les prises de décision militaires. Et en Israël, effectivement, comme c'était très bien rappelé, la valeur de la vie des otages, qu'ils soient d'ailleurs civils ou militaires, et même la valeur des dépouilles, parfois de soldats, est extrêmement élevée. Gilad Shalit, effectivement, c'était 1050 soldats contre lui-même. Et seulement, quelque chose a changé. Quelque chose a changé, c'est ce que j'appelle un changement de paradigme. Le Hamas, le 7 octobre, n'est pas allé plus loin, il est allé ailleurs.
On n'est plus seulement sur une question d'ampleur. On n'est plus sur 10 ou 100 soldats capturés par rapport à 1 ou 5. On est sur un gigantesque pogrom. Et les Israéliens ont été choqués au-delà de toute mesure. Et donc la riposte du gouvernement israélien, poussée par une opinion chauffée à blanc, sera aussi d'une autre nature, c'est-à-dire la démilitarisation totale du Hamas. Je ne sais pas si Israël va réussir, mais en tout cas c'est le but de guerre d'Israël. Ce qui fait que la vie des otages reste une variable très importante, mais je pense qu'elle n'est plus la variable principale. La variable principale de prise de décision maintenant, c'est comment détruire militairement le Hamas. Il y a Ertani dans le chat qui dit pourquoi le Hamas, c'est pas le Hamas de la part de l'intervenant? Parce que moi je le prononce mal, mais Frédéric Ancel le prononce bien. Hamas, oui, en arabe, oui, c'est sûr, oui, c'est le mouvement de résistance palestinien et c'est un H, c'est pas la Jota espagnole, hein. C'est une forme de H aspirée. Il y a Néron qui nous dit aussi, vous avez plein de questions, je vais pas pouvoir passer tout le monde, mais je vais essayer de le faire quand même. Il y a Néron qui dit comment croire qu'une intervention militaire fera quoi que ce soit sur une organisation terroriste. T'as pas relancé un peu plus, le cercle de la haine. Oui, effectivement, c'est ce que tu avais dit, Héloïse. Oui, mais c'est même la question par rapport à Daesh. Enfin, je veux dire, il y a des comparaisons qui sont faites entre le Hamas et Daesh par rapport au mode d'action. Pour moi, c'est un peu discutable, mais en tout cas, on a vu qu'en Irak et en Syrie, ça fait 9 ans que des forces de la coalition sont impliquées. Alors certes, la menace posée par Daesh est contenue, ils n'arrivent plus à projeter des attentats en France, même si il y a eu évidemment à Bruxelles, mais c'est plus un terroriste inspiré, on va dire, par Daesh. Mais en fait, les conditions socio-économiques de l'émergence de Daesh en Irak et en Syrie, elles sont toujours là. Donc, est-ce que en fait, ils arriveront peut-être à détruire un maximum de combattants du Hamas, les caches d'armes, les flux d'approvisionnement, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut détruire militairement une idée et un groupe terroriste? Je pense pas. Et c'est ça le problème en fait de l'opération, c'est qu'à ce sens, en fait, il n'y a pas de l'objectif. Enfin, comme tu disais, le jour d'après, il n'est pas très clair, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que le seul, au fond, les deux critères très objectifs qui seront ressentis de manière, qui sont très palpables au quotidien pour les Israéliens, ce sera l'incapacité pour le Hamas de propulser des missiles. Il a déjà propulsé quelque chose comme 7000. Ça veut dire 7000 crimes de guerre, parce que c'est sur la population civile qui sont propulsés. Et semble-t-il qu'il en reste encore plusieurs milliers. Et d'autre part, l'impossibilité évidemment d'infiltration en Israël. Là, pour le coup, si pendant quelques mois, le jour d'après, le Hamas est dans l'incapacité de faire ça, là, je te rejoins tout à fait. On ne peut pas détruire une idée, on ne peut pas détruire un mouvement qui, par ailleurs, distribue aussi de la soupe populaire, etc. Mais en revanche, mais ça, les Israéliens s'en fichent. En revanche, leur capacité de nuisance sera détruite. En tout cas, c'est le but de guerre d'Israël. Je ne dis pas qu'ils réussiront, je dis que c'est ce qu'ils ont décidé de tenter de faire. Je vois qu'il y a Samir qui nous a rejoint. Salut Samir. Il y a Topsoum qui dit, est-ce que Emmanuel Macron devrait aussi rencontrer Mahmoud Abbas à cette occasion? La réponse est oui. C'est prévu. C'est prévu. Ouais. Il a peut-être même déjà rencontré. Non. Non, je crois pas. À ma connaissance, pas encore. Mais cette rencontre est prévue. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est s'il a prévu de se rendre à Ramallah en Cisjordanie. Il est probable que oui, mais c'est pas encore confirmé. Ou dans un pays arabe de la zone. Pourquoi s'y rendre, c'est important? Moi, je pense pour Emmanuel Macron. Mais c'est fondamental parce que l'autorité palestinienne, en fait, c'est l'interlocuteur légal et légitime de la communauté internationale. C'était le cas, évidemment, à l'époque des accords d'Oslo qui ont vu la création de l'autorité palestinienne sur la base de l'OLP, Organisation de Libération de la Palestine créée en 1964. Et cette autorité palestinienne, elle a été chassée manu militari par un putsch perpétré par le Hamas, déjà, en 2007 de la bande de Gaza. Les Israéliens se retirent en 2005. Bon, de 2005 à 2007, c'est l'autorité palestinienne qui, en toute logique, administre la bande de Gaza et par ailleurs la zone A, c'est-à-dire les grandes villes palestiniennes de Cisjordanie. Ils s'en font chasser. Et le Hamas a pris le pouvoir. L'autorité palestinienne n'est pas contournable. Dans le jour d'après, d'ores et déjà bien évidemment, mais pour le jour d'après, elle est absolument incontournable. Et moi, je suis de ceux qui considèrent que, d'une part, le gouvernement israélien serait bien inspiré de discuter avec elle. Alors, pas celui-là, de toute façon, celui-là, il est mort, c'est terminé. Le gouvernement israélien, il est en sursis. Et dès la présentation des conclusions de la commission d'enquête sur la catastrophe du 7 octobre, évidemment, il disparaîtra. Mais en tout cas, il faut qu'une coalition au pouvoir en Israël décide de revenir à un véritable processus de négociation. Avec qui? Avec cette autorité palestinienne. Et je pense que ce sera d'autant moins difficile. Je dirais pas facile, ça sera moins difficile si le Hamas est militairement dans l'incapacité à la fois de frapper Israël et de concurrencer l'autorité palestinienne. Ouais, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il y avait eu une guerre civile entre l'autorité palestinienne, entre le Fatah et le Hamas, donc entre 2005 et 2006-2007 à Gaza. Et ensuite, mais le problème, c'est quelle légitimité a aujourd'hui l'autorité palestinienne, alors qu'il n'y a pas eu d'élection depuis
une dizaine d'années et que 2006. Et Mahmoud Abbas, il est au pouvoir depuis cette date-là. Est-ce qu'il est encore représentatif en fait des Palestiniens? Difficilement, et c'est aussi, à mon avis, pour ça que le Hamas se sent un peu pousser des ailes. C'est parce que justement il voit qu'en face il n'y a plus d'autorité légitime palestinienne, donc avec qui en fait le futur gouvernement israélien ou même les autorités occidentales internationales pourraient échanger, et combien de temps Mahmoud Abbas peut encore tenir. Il y a aussi en fait pas mal de problèmes au sein des Palestiniens, quoi. Il y a Lord Jebus qui dit l'ONU a une armée, elle est aussi là pour calmer le jeu. Pourquoi on n'a pas envoyé l'ONU au lieu de laisser... Alors ils sont au nord, hein, déjà l'ONU, il y a la FINUL. Parce qu'il nous dit on a réussi en Yougoslavie, en Serbie, en Croatie, pourquoi on ne réussirait pas dans la zone? Alors, les forces de l'ONU, en fait, sont déjà présentes dans le nord, donc pour s'interposer entre Israël et le Liban, et puis surveiller, en fait, une petite zone démilitarisée. Ils sont aussi présents sur le plateau du Golan. Après, en fait, pour une opération de maintien de la paix... Ils n'ont pas ce mandat-là. Voilà, alors déjà, ils n'ont pas ce mandat-là. La FINUL a plein de problèmes. Et puis, pour lancer une nouvelle opération de maintien de la paix, il faut quand même l'accord de tout le monde. Et je ne pense pas que tout le monde serait volontaire pour faire ça, quoi. Non, il faut rappeler qu'en fait, l'ONU n'a pas d'armée. Hein. Oui. Il y a un état-major permanent. Bon, mais très bien, mais enfin, c'est quelques dizaines d'officiers. Mais après, chaque État décide oui ou non de donner des casques bleus. Et les casques bleus, en général, ont un mandat au chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Donc, ils n'ont même pas le droit de faire feu. Oui. Chapitre 7, c'est très rare. Il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire les 5 grands qui en ce moment s'entendent, mais vraiment pas du tout, hein, établissent ce mandat. Non, franchement, pour l'instant, ça me paraît extrêmement compliqué. Ouais. On a les Américains qui ont posté leur porte-avions le long des côtes israéliennes. Et qui ont déployé des systèmes de défense antimissiles dans la région. Alors c'est quoi? C'est au cas où non, alors c'est pas. Alors, ils ont été très clairs là-dessus. Alors déjà, c'est un groupe aéronaval, c'est pas un porte-avions, parce qu'en fait, un porte-avions est au milieu d'un groupe aéronaval, et ensuite, il est entouré en fait par d'autres bâtiments de surface et par des sous-marins. Parce qu'en fait, un porte-avions, c'est très gros, donc très vulnérable, donc il peut pas se déployer, il peut pas en fait se déplacer seul. Et puis ensuite, le porte-avions, on peut mettre des avions dessus. Donc sous-marins, croiseurs, destroyers. Ouais, tout à fait. Donc il y en a un qui est déjà stationné en Méditerranée orientale et l'autre arrive. Et alors, les communiqués américains ont été assez clairs là-dessus. C'est de la dissuasion, de la dissuasion conventionnelle vis-à-vis des adversaires d'Israël qui pourraient prendre avantage en fait de la situation pour attaquer directement le territoire israélien, et éventuellement aussi pour se donner un petit peu plus de marge de manœuvre. Par exemple, pour taper peut-être des cibles au Liban. On se souvient que, alors on le célèbre malheureusement aujourd'hui et hier, c'est les 40 ans du Drakkar. C'est un attentat contre des forces américaines et françaises au Liban qui avait fait plus de 200 morts américains et 56 morts français. Donc 58. Ouais, pardon. Donc en octobre 83. Et donc c'est quand même aussi assez symbolique, je trouve, qu'on revoit en fait une tension dans la région potentiellement escalatoire à cette date-là. Et donc oui, mais les Américains surtout ont peur en fait pour leurs forces qui sont déjà dans la région. Donc là, on a vu une multiplication des attaques contre des bases de la coalition et des bases américaines en Syrie et en Irak, qui ont été effectuées par des milices chiites qui se considèrent comme proches de l'Iran. Et aussi, et ça s'est passé un petit peu inaperçu, il y a des Houthis donc au Yémen, un groupe qui est aussi proche de l'Iran, qui ont tiré des missiles en direction du nord du Yémen, donc potentiellement vers Israël. Et là, il y a un bâtiment justement de surface, donc un bateau américain qui était dans la mer Rouge et qui a réussi à les intercepter. Donc en fait, ces déploiements américains, ils servent à protéger les forces américaines sur place d'une potentielle escalade régionale, et puis à dissuader les adversaires et à rassurer évidemment Israël. Les Américains qui ont averti les Israéliens de ne pas refaire, je cite, les erreurs d'après le 11 septembre. C'est pour ça que Netanyahou fait retarder l'entrée des troupes de Tsahal dans Gaza ? Comme on l'a dit, c'est plus des buts opérationnels. Donc oui, réfléchir à l'objectif de l'opération. Après, je pense que le traumatisme est tellement fort, et c'est pour ça qu'on peut le comparer, que les Américains le comparent au 11 septembre. Je suis pas sûr qu'il écoute tant que ça les Américains, Netanyahou. Mais... Non, je pense que le discours de Biden était extrêmement intelligent. D'abord pour cela, ne faites pas nos erreurs d'aller trop fort ou trop loin et trop longtemps surtout. Ne réoccupez pas la bande de Gaza. Bon, ça de toute façon les Israéliens sont vaccinés. Mais enfin, n'empêche qu'il peut toujours y avoir une
une tentation. Et puis, à terme, n'oubliez pas qu'il faut un État palestinien. Bon, écoutez, on a affaire à un État qui, certes, est allié d'Israël, d'ailleurs pas depuis 48, contrairement là encore à ce que fantasment beaucoup de gens, depuis 78, statutairement, depuis les accords de paix de Camp David, pas auparavant. Enfin, en tout cas, un État effectivement allié, ami, proche, qui est dans l'empathie après le massacre du 7, mais qui néanmoins dit son fait au gouvernement israélien. Donc moi, je trouve en tout cas que, jusqu'à présent en tout cas, Biden fait dans cette crise-là ce qui ressemble à un sans faute. Ouais, j'aurais pas aimé voir Trump en fait au pouvoir à ce moment-là. Je pense que ça aurait été rigolo. Après, il était beaucoup plus proche de Netanyahou. Je sais pas si ça aurait été rigolo. Non, mais bon, je veux dire, c'est Jared Kushner, le gendre de Trump, était le grand envoyé de Trump pour le Moyen-Orient avec son idée de processus de paix qui a pas fonctionné. Mais oui, effectivement, Biden est assez réglo sur cette crise-là. Biden qui a dit le leadership américain, c'est ce qui unit le monde. En estimant que les États-Unis étaient encore un phare pour le monde. Est-ce que les États-Unis sont encore un phare pour le monde, là, pour le sujet qui nous occupe ce midi? Attendez, on a quand même un élément de réponse. Moi, quand je me rends en Afrique, dans les pays arabes, il y a encore quelques jours, et que je demande aux gens que font leurs enfants, où ils font des études, c'est marrant, mais ces gens-là me disent assez rarement qu'ils ont tenté d'obtenir un visa pour Moscou ou pour Pékin. Vous le croyez, ça? Alors, on peut toujours se moquer des Américains. Ils ont beaucoup de défauts. Oui. Enfin, moi, ce que je constate, c'est que dans une grande partie du monde, quand on peut aller vivre aux États-Unis ou faire ses études aux États-Unis, on préfère. Si vous voulez, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Donc, cette espèce d'attirance-répulsion vis-à-vis des États-Unis, oui, d'accord. Mais sauf que le plus souvent, on aimerait davantage vivre là-bas qu'à Moscou. C'est étonnant. Oui, mais c'est surtout le soft power, effectivement, américain qui continue d'attirer. Après, les Américains essayaient de redimensionner leur présence au Moyen-Orient. Attends, je te coupe parce qu'il y a quelqu'un qui... Il y a Néron qui nous quitte. Je suis triste, il faut que j'aille bosser. Merci pour les invités de qualité. Ça fait du bien d'entendre des avis réfléchis et modérés sur le sujet en ce moment. Bonne journée à vous, bonne journée à toi, Néron. Pardon, Héloïse, je t'ai coupé la chic. Oui, non, mais est-ce qu'il va travailler ou manger? Parce que moi, c'est ce à quoi je pense là. Parce que tu avais déjà faim en arrivant. Ouais, je tiens à préciser. Qu'est-ce que je disais? Oui, sur le soft power américain qui est évidemment très fort, mais ils essayaient quand même de se désengager du Moyen-Orient en essayant justement un peu de responsabiliser en fait les puissances locales, donc Israël, mais aussi les pays du Golfe. C'était pour ça qu'ils avaient sponsorisé les accords d'Abraham. Bon, force est de constater qu'en fait ils n'y arrivent pas. Et le dicton qui remonte pas mal en ce moment, c'est si tu ne viens pas au Moyen-Orient, le Moyen-Orient viendra à toi. Et c'est un peu ce que subissent les Américains aussi, mais ce qui montre aussi malheureusement ou heureusement, parce que je préfère effectivement que ce soit les Américains qui soient encore les gendarmes du monde entre guillemets, qu'on ait une Pax Americana plutôt qu'une Pax China ou qu'une Pax Russia. C'est sûr que c'est un peu plus rassurant, mais ça montre en tout cas que voilà, les tentatives en fait d'autonomisation stratégique des pays de la région n'a pas fonctionné, quoi. L'Europe avait un peu placé ses espoirs en Biden pour tempérer, pour obtenir un cessez-le-feu. On ne peut pas dire que ça ait vraiment marché. Après, c'était trop leur demander, peut-être. Il n'est pas recherché pour l'instant, un cessez-le-feu. Pour l'instant, le cessez-le-feu n'est pas recherché. Et puis surtout, qu'est-ce que tu appelles l'Europe, s'il te plaît? C'est ce que disait Kissinger en 73. Les Européens, oui, vous avez un numéro de téléphone? C'est qui? Bon, alors aujourd'hui, c'est davantage qu'en 73, parce que il y a eu Maastricht. Enfin, il y a eu aujourd'hui, l'Union européenne n'est plus la simple entre guillemets CEE de l'époque. Il y a une dimension politique plus importante, mais elle n'est pas assez importante et pas assez assumée. Et alors, je te parle même pas de l'Union. Des États, enfin l'union politique, diplomatique des États européens, avec notamment la crise ukrainienne, qui a marqué un clivage, qui a illustré un clivage extrêmement dur entre l'Europe orientale, qui est focalisée sur la Russie, sur le danger russe, et l'Europe globalement occidentale, qui, elle, tient davantage compte des questions méditerranéennes, sahéliennes, africaines, musulmanes, etc. Voilà, c'est ça. Oui, et puis on a vu d'ailleurs des tensions entre Ursula von der Leyen et puis Charles Michel, qui poussent un petit peu chacun leur agenda, qui essayent de tirer la couverture à eux sur la crise. Alors, il faut se rappeler qu'il y a une opération encadrée par l'Union européenne, une opération militaire dans le Golfe Persique qui s'appelle l'opération EMASO-Agenor et qui est dirigée par un état-major français. Et voilà, il y a des exemples en fait de diplomatie et puis d'action militaire dans la région. Il y a aussi l'aide au développement, ce genre de choses. Mais bon, il y a eu Atalante aussi contre la piraterie, et puis Atalante au sud, au large de la Somalie. Et donc voilà, on fait des choses. Enfin, l'Union européenne fait des choses, mais effectivement, pour l'instant, on est trop divisés entre nous sur les objectifs et nos intérêts de sécurité. Enfin, les Suédois, je comprends qu'ils ne voient pas la situation au Moyen-Orient comme une menace, quoi. Il y a Dramon qui amène le sujet de la Chine, qui dit la Chine ne sera jamais aussi interventionniste, même dans un monde où elle devient le leader incontesté. Alors, du coup, il
faudrait peut-être poser la question au Vietnam, aux Philippines et puis à d'autres pays qui, à mon avis, considèrent que la Chine est très très interventionniste. On a vu encore là, hier et aujourd'hui, des tensions en mer de Chine méridionale qui font penser que si, la Chine intervient très bien dans sa région, dans son étranger proche. Après, c'est sûr qu'ils avaient essayé un petit peu de s'impliquer au Moyen-Orient. Ils sont apparus un petit peu comme les garants de la reprise des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, même si en réalité c'était un accord qui avait été négocié en Irak et à Oman. Et puis après, les Chinois sont intervenus à la fin pour dire bon, ok, on va être le parrain du truc. Ils ont aussi beaucoup d'intérêts économiques. Ils ont vendu quelques matériels militaires aux Émirats et à l'Arabie Saoudite, mais en fait ils se sont un peu cassés les dents, je pense, sur la région. C'est peut-être un peu trop tôt pour eux, autant qu'ils se concentrent sur Taïwan, sur aussi la Corée du Nord, voilà, la mer de Chine méridionale. Et ouais, ils n'ont pas encore le poids et il n'y a pas un désir de Chine, on va dire, comme il y a un désir des États-Unis. Oui, et puis très concrètement, il y a une toute petite base qui a été créée il y a quelques années à Djibouti. Bon, alors tout le monde est à Djibouti, il ne faut pas être jaloux. Donc là, bon, les Chinois sont vraiment pas seuls. Et quand vous comparez ça à la douzaine de bases, dont plusieurs stratégiques américaines dans la région, enfin, c'est pas sérieux. En réalité, aujourd'hui, il y a un seul véritable gendarme. Alors après, il assume son rôle ou pas, c'est autre chose. Mais dans la région au Moyen-Orient et dans d'autres régions, c'est évidemment Washington. Ouais, il faut savoir qu'il y a 35 000 soldats américains qui sont déployés en permanence au Moyen-Orient. Les États-Unis, c'est aussi, pour Joe Biden en tout cas, c'est deux crises internationales majeures, c'est un congrès divisé, paralysé, un risque de blocage budgétaire de l'État fédéral, une crise migratoire à la frontière, une campagne présidentielle qui va peut-être se décider dans l'enceinte des tribunaux. L'optimisme de Biden, c'est un peu de la com politique ou c'est lucide ? Ouais, après, peut-être qu'il est content de trouver une crise à l'étranger pour faire oublier les problèmes qu'il y a en politique intérieure. Mais c'est certain que la personne qui sera élue en 2024 aura aussi un impact sur la géopolitique mondiale, ça c'est clair. Oui, la question, on la posait déjà avant les midterms. Or, il a réussi l'exploit, car c'est un exploit rare en 250 ans de vie démocratique américaine, de voir un président qui, par ailleurs, était effectivement décrié, considéré comme plus ou moins faible, remporter ces midterms dans un climat économique correct, mais sans plus. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a affaire là à une crise qui, de toute façon, ne peut pas, me semble-t-il, le mettre, comment dirais-je, lui mettre à dos une partie de l'opinion, parce que la grande majorité des Américains, alors pour des raisons différentes, sont très favorables à Israël, soit parce que c'est une démocratie, soit parce qu'il y a eu la Shoah aux États-Unis, ça reste quelque chose d'extrêmement important, soit parce que les évangéliques, 96 millions d'évangéliques qui, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais qui sont très très fortement derrière Israël, il y en a de plus en plus. Mais on peut peut-être expliquer Ah ben non, mais l'évangélisme est une lecture, une interprétation particulière du canon protestant, on va dire ça comme ça, donc ce sont des biblistes qui considèrent le peuple juif et sa destinée comme un véhicule théologique. C'est-à-dire, je le dis deux mots, il faut accompagner le peuple juif dans sa rédemption, donc à commencer par le soutien à l'État juif, pour hâter l'avènement des temps messianiques, à commencer par la parousie, le retour de Jésus. Alors je l'ai fait super court, mais ça tourne autour de ça. Et mieux, les évangéliques sont, pour ceux qui sont fervents pro-israéliens, ils le sont même pas mal derrière les mouvements plutôt nationalistes religieux, et pour cause. Bon. Donc tout ça fait que Biden, en soutenant Israël aujourd'hui, franchement, n'a rien à craindre à l'intérieur. Et effectivement, comme tu l'as bien dit, souvent quand on est en difficulté économique ou politique à l'intérieur, une crise, alors attention, il faut qu'elle soit bien gérée, et il ne faut pas que des soldats américains reviennent sur les tarmacs d'aéroports dans des caisses en bois. Hein. Bon, là, c'est pas le cas, évidemment. Mais la crise ukrainienne, qui est pour l'instant bien gérée, considérée comme telle par les Américains, et la crise israélienne avec un soutien franc et massif de Biden, ça ne peut pas lui coûter politiquement. Mais c'est un peu même comme en Israël actuellement, où en fait il y a un gouvernement d'union nationale derrière Netanyahou qui pourtant a des dizaines d'affaires judiciaires derrière lui. On se souvient des grosses manifestations qui avaient lieu chaque week-end en Israël pour réclamer sa démission, au moins annuler aussi la réforme de la cour de justice. Bon, alors pour l'instant effectivement il y a l'union, mais comme tu le disais au début, j'espère quand même qu'après il y aura des enquêtes et puis qui reconnaîtra sa faute, parce que pour l'instant c'est le seul politique israélien qui n'a pas reconnu la responsabilité partielle qu'il a dans la crise actuelle. Les élus républicains qui sont majoritaires donc à la Chambre des représentants ne veulent plus financer l'Ukraine. Est-ce qu'ils peuvent se dérober vis-à-vis de l'État hébreu ? Non, les républicains, non.
Non, les républicains... Alors, je le dis de manière très affirmative, mais je ne voudrais pas accréditer un contresens. Beaucoup de gens considèrent que les républicains sont pro-israéliens et les démocrates... Ce qui n'est pas vraiment le cas. Ah non, mais c'est exactement le contraire. Le mouvement sioniste a été soutenu juste avant la création de l'État d'Israël en 1948, plutôt par les démocrates, et notamment la droite du Parti démocrate. Bon, c'est Clinton, c'est Biden, c'est ces gens-là. Et ça a été d'ailleurs Truman. Et les républicains, pendant longtemps, ont été au contraire beaucoup plus tièdes, notamment parce qu'ils étaient très proches des lobbies pétroliers. Il y a eu Bush fils, en fait, avec l'affaire irakienne, a créé une espèce de contresens qui a été d'ailleurs nourri par Trump, qui ne sait absolument pas où mettre Israël sur une carte et qui s'en fiche complètement, qui n'a jamais investi en Israël, mais qui suivait les évangéliques et qui en avait besoin. Bon, donc je te dirais que là, les républicains, maintenant, effectivement, le nouveau parti républicain est quand même quasi totalement derrière Israël et encore une grande majorité de démocrates. Oui, puis c'est aussi nourri par une islamophobie assez latente, je pense, chez les républicains. Est-ce que les Israéliens ont encore confiance en leur partenaire historique, donc les États-Unis ? Plus que jamais. Plus que jamais, d'ailleurs, Biden a été accueilli très chaleureusement. Beaucoup d'Israéliens disent, bon, maintenant, je sais qui est mon Premier ministre, c'est Joe Biden, c'est pas Netanyahou. Bon. Et l'un ne va pas sans l'autre, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, on pourrait y revenir, mais là, Netanyahou a quand même perdu beaucoup d'aura, et son gouvernement davantage encore. Les États-Unis, oui, ont gardé, bien sûr, la confiance des Israéliens, mais tu sais, cette confiance, elle est d'autant plus forte et profonde que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Parce que même si les Européens, aujourd'hui, sont globalement plus favorables à Israël qu'il y a, par exemple, 50 ans, on évoque souvent la guerre du Kippour, bon, il y a eu une évolution favorable à Israël, oui, mais enfin, ça reste un soutien diplomatique, ça reste un soutien sémantique, rhétorique. On n'imagine pas un seul instant un soldat européen venir au secours d'Israël. On voit bien qu'avec ces deux groupes aéronavals, c'est très différent avec les États-Unis. Donc oui, il y a une empathie, une proximité très forte. Il y a même un général 3 étoiles, je crois, américain, qui a de l'expérience dans le combat urbain, qui a été envoyé en Israël pour aider à planifier l'opération. Les Américains ont envoyé à nouveau énormément de munitions qui sont arrivées il y a quelques jours sur une base israélienne aux États-Unis, enfin non, une base israélienne en Israël. Et donc oui, évidemment, le soutien il est indispensable. Et il y a aussi beaucoup d'Israéliens qui ont des origines américaines, comme Papa a la double nationalité, qui ont étudié là-bas. Donc oui, les liens sont extrêmement forts et je vois pas la crise actuelle les remettre en question. Il y a Ertani qui demande quelle est la position de Bernie Sanders. Je crois qu'il a une position assez modérée. Enfin, il s'est montré très réglo, pas d'appel. Non, il a été très bien, peut-être contrairement à d'autres personnes d'extrême gauche en France. Pardon. Mais voilà, non, ça a été remarqué d'ailleurs, sa position. Et une autre question de Dramon qui dit depuis Obama et le début du pivot chinois, trouvez-vous que les États-Unis ont une politique étrangère beaucoup plus floue, beaucoup plus gazeuse ? Gazeuse. Ah bah c'est Dramon qui le dit. Non, c'est un très très joli jeu de mots parce que en fait Obama il y a 20 ans presque jour pour jour, c'est 2013, pardon 10 ans, 10 ans. En 2013 fait absolument n'importe quoi, à savoir qu'il s'assoit sur sa ligne rouge qui avait été la non réutilisation par Bachar el-Assad en Syrie du gaz neurotoxique contre sa population. Crânement, Assad le fait plusieurs fois et Obama ne fait strictement rien. Bien pire d'ailleurs, il s'en remet aux Russes qui le roulent dans la farine. Bon, tout ça a été ridicule. Et donc en termes de crédibilité, il y a eu effectivement un recul. Après, le pivot chinois, moi je veux bien, mais je ne sache pas que ces 10 dernières années, les bases tactiques ou stratégiques qu'on a évoquées tout à l'heure au Moyen-Orient aient été déplacées. Donc on n'a pas vu des milliers de soldats américains quitter le Moyen-Orient pour rejoindre d'autres zones. Donc encore une fois, tout dépend de la force avec laquelle tu exprimes ta volonté de peser dans la région. C'est un peu ce que je disais aussi, c'est qu'en fait, ils sont obligés d'y être. Et donc, il y a eu un surge au Moyen-Orient. Alors, il y a eu l'Afghanistan, évidemment, ensuite l'Irak. Et puis ensuite, en 2018-2019, on a vu vraiment une augmentation des troupes. Et puis après, une descente parce que, en fait, l'objectif de lutter contre Daesh était considéré comme terminé. Il y avait des attaques de milices chiites contre des bases américaines. Il y a eu des morts américains, le Covid, tout ça. Donc là, il y a eu à nouveau une baisse. Mais encore une fois, il y a 35 000 militaires américains au Moyen-Orient. Et c'est, disons, quelque chose de peut-être un peu plus confortable intellectuellement pour les Américains qui ont l'habitude en fait de se battre dans la région que en fait de faire face à la Chine qui est un adversaire qui est quasiment en fait à taille égale par rapport aux États-Unis, et même si c'est affiché en fait comme l'adversaire de demain,
et que les États-Unis s'y préparent dès maintenant et font pas mal d'efforts là-dessus. Et c'est plus en fait quelque chose pour l'instant effectivement de diplomatique, renforcer également les liens militaires entre par exemple le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis, et puis peut-être déployer des militaires en plus à Diego Garcia sur l'île de Guam, enfin les bases américaines qu'il y a dans la zone. Mais ils ne peuvent pas en fait malheureusement pour eux se dépatouiller du Moyen-Orient. Et même si Trump fera sûrement sa campagne sur à nouveau ramener les garçons à la maison, je doute que ça marche, quoi. Oui, juste un mot supplémentaire. Il ne faudrait pas croire que les Américains sont au Proche-Orient uniquement pour soutenir Israël. Je rappelle que 1. L'Égypte, depuis Camp David en 78. 2. La Jordanie. 3. Les Émirats Arabes Unis. 4. Rassurez-vous, il n'y en a pas une cinquantaine. Hein. Le Koweït. 5. L'Arabie Saoudite. 6. Le Qatar. 7. Bahreïn dans une certaine mesure. Et on pourrait ajouter d'autres États de la région, alors qu'ils sont proches sans être de véritables alliés jusqu'au Maroc, sont militairement alliés des États-Unis. Oui. Et en fait, quand je dis militairement alliés, pour certains, ils se considèrent comme protégés des États-Unis. Et par le détroit d'Ormuz, donc qui ouvre le golfe arabo-persique, il y a, alors moins qu'avant, mais il y a encore environ un quart du brut mondial qui passe. Donc c'est quelque chose de tout à fait fondamental, surtout à un moment où l'Iran continue d'inquiéter, peut-être plus encore que jamais, plusieurs riverains arabes. Oui, et en fait c'est ça. En fait, pourquoi les Américains sont au Moyen-Orient, effectivement, c'est plus tant pour Israël que pour lutter contre l'Iran, qui a vraiment été désigné comme un grand adversaire des États-Unis, qui fait partie d'une sorte de idéologique. Ouais, idéologique, au côté, en fait, qui est mis un peu dans le même sac que la Russie et la Chine, même si en réalité, on peut pas comparer les deux, enfin, on peut pas comparer les trois en termes de puissance. L'axe aussi russo-sino-iranien peut être un peu discuté, mais c'est sûr que s'ils sont là, c'est aussi pour lutter indirectement contre les Iraniens et puis protéger leurs alliés de la région contre de possibles attaques iraniennes. Et ce que nous, on surveille actuellement au Proche-Orient et la guerre entre Israël et le Hamas, c'est que ça n'escalade pas justement en une guerre entre Israël et l'Iran. Et pour l'instant, tout est fait, mais de côté de tous les acteurs, hein, même du côté iranien, du côté israélien, pour pas que ça n'escalade dès maintenant entre les deux pays. Parce qu'on passerait d'une guerre... Là, c'est une guerre asymétrique qu'on a entre Israël et le Hamas. Si ça monte à l'Iran, c'est une guerre étatique, quoi. Ouais. Il y a Dramon qui... Alors, mais je ne vois pas à quoi tu fais référence, Dramon, mais vous, peut-être que oui. Quand l'Arabie Saoudite s'est fait attaquer ses raffineries, les États-Unis n'ont pas bougé le petit doigt. Oui, effectivement. Alors, il faut recontextualiser parce que moi, je n'ai pas le contexte. Alors, c'était en septembre 2019. Ces deux sites de production de pétrole, donc de Aramco, qui ont été attaqués. Alors, on pense que c'est par des missiles balistiques. Donc Aramco, c'est la grosse compagnie pétrolière nationale, je crois. Oui, sur les bords. Je crois que le site était justement sur les bords du Golfe Persique. Alors, ça serait des missiles tirés depuis le Yémen et donc potentiellement par les Houthis, qui sont des soutiens, pas des proxys, mais un groupe proche de l'Iran, on va dire. Et c'est vrai que le soutien américain est peut-être un petit peu moins démonstratif que prévu. Et on a retrouvé la même critique faite par les Émiriens lorsque, pareil, il y a eu des attaques en fait drones et missiles, je crois, en fin janvier 2022 contre Abu Dhabi, donc la capitale des Émirats Arabes Unis, et que là aussi les Américains ont mis un petit peu de temps à réagir. Enfin, c'est la critique qui a été faite par les Émiriens. Et Cocorico, en fait, la France a réagi très très vite parce qu'effectivement, on a une base en fait aux Émirats. On a un accord de défense entre la France et les Émirats. Donc très rapidement, l'armée de l'air a pu augmenter le rythme de ses patrouilles. On a pu déployer des systèmes de défense sol-air et de défense antimissile supplémentaires. Bon, après, quand on parle aux Émiriens, on se rend compte que ce qu'ils attendent, ils sont très contents que le soutien français ait eu lieu aussi rapidement. Ça nous a permis de gagner en crédibilité. Ce qu'ils attendaient quand même, c'était le soutien américain. Mais encore une fois, en fait, c'est de leur part et puis de la part de l'Arabie Saoudite. Ils savent que les Américains viendront toujours. Donc, en fait, cette critique, c'est plus un moyen de faire monter les enchères entre parrains potentiels, donc aussi par rapport aux parrains potentiels chinois, qu'un véritable appel à l'aide. Héloïse et Frédéric, vous avez des fans dans le chat, donc je n'y résiste pas. Salut Sapajou qui vient de nous rejoindre. Sapajou qui nous dit « Très intéressant ce ping-pong entre les intervenants qui donne du corps à ce sujet complexe. Merci France Info, moi aussi. Bon, de proposer du contenu de qualité comme ça fait du bien. Mais salut Sapajou, continuez à nous suivre, ça nous fait plaisir. » Et Nawal qui nous dit « Échange passionnant, mais c'est grâce à nos deux invités. » Moi, j'y suis pas pour grand-chose. On n'a pas beaucoup parlé du Hamas. Le Hamas a peur des Américains ?
Hamas a peur des Américains, il a peur du soutien américain indéfectible à Israël, d'où son choix de libérer 2 premières otages américaines. Tiens donc, sur 200, il choisit 2 américaines. Par ailleurs, le Hamas n'a pas peur de grand-chose parce que c'est un mouvement dirigé par des fanatiques au dernier degré. Je rappelle que c'est la branche radicale palestinienne des Irwan, donc des frères musulmans, et qu'il a toujours été, pas seulement anti-israélien, à la limite c'est la guerre, mais il a été toujours opposé aux accords d'Oslo, très virulemment défavorable à l'autorité palestinienne, qui considère comme ayant trahi la cause, et dans sa charte constitutive de sa création en 1987-88, on ne parle pas des Israéliens, on parle des Juifs. Ça commence très mal, hein. Les Juifs qui sont des singes et des porcs. Bon, fin de citation. On parle aussi du judaïsme comme d'une religion frelatée, donc évidemment à détruire. Toujours fin de citation. Ça continue très mal. Et pendant les accords d'Oslo, le Hamas perpètre déjà des massacres contre les civils, dans les rues civiles israéliennes, essentiellement dans les quartiers juifs, jamais dans les quartiers arabes. Et donc le 7 octobre dernier, de nouveau, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur d'aller, comme je le disais, pas plus loin, mais carrément ailleurs. Ils n'ont pas eu peur d'une riposte israélienne, alors soit en mésestimant Israël et sa capacité de s'unir et d'être déterminé pour y aller à fond, soit parce qu'ils sont absolument convaincus que Dieu les aidera. Et le problème de ces mouvements fanatiques dogmatiques, c'est que à force de s'approcher du bord du gouffre, alors ils remportent des victoires tactiques, mais souvent ils finissent, heureusement d'ailleurs, par des défaites stratégiques. Ouais, parce qu'on peut se dire qu'est-ce que cherchait en fait le Hamas avec cette attaque du 7 octobre, parce qu'il se doutait bien, alors évidemment peut-être qu'il pensait que la réplique israélienne serait moins forte, mais quand même, il s'attaque à... Il pouvait s'en douter un petit peu. Pardon ? Il pouvait s'en douter un petit peu tout de même. Ah oui, mais bien sûr, mais justement, voilà, donc qu'est-ce qu'il cherchait ? C'est la question qu'on pose, qu'est-ce qu'il cette question est cherchait, récurrente, en fait, que cherchait le Pour Hamas ? l'instant, je pense qu'on ne sait pas. Alors, est-ce que c'était une action... Alors, certains disent, ouais, une action suicidaire, je pense pas, parce qu'ils savent, à mon avis, que l'idéologie perdurera quand même. Un grand coup d'éclat, la remise en cause aussi, on y pense, mais de la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, et rappeler en fait au monde que la cause palestinienne est toujours très importante dans les relations internationales et surtout au Moyen-Orient. Alors c'était quelque chose qu'on avait un peu oublié. Alors pardon, on fait des petits sauts entre des sous-sujets. Il y a RTN qui demande, est-ce qu'il y a toujours une opposition entre les frères musulmans de Syrie et de Gaza ? Alors, on s'éloigne un petit peu, mais on peut peut-être y répondre. Il y a une opposition qui est moins théologique que locale. En réalité, chacun a son agenda. Parce que les frères musulmans en Syrie, ils sont soit en prison, soit morts quand même. Parce que Bachar el-Assad a eu peu d'humour quand même pendant une décennie contre ces gens-là et d'ailleurs contre le reste de sa population. C'était pas la qualité qu'on lui connaissait. Voilà, c'est ça. Et c'est même le moins qu'on puisse dire. Et vous apprécierez tous mon sens de la litote. Oui, mais la même Syrie, du même Assad, accueille le siège politique, et d'ailleurs a accueilli aussi le siège militaire du Hamas, qui lui-même est frère musulman. Donc je pense qu'on est surtout sur un agenda différencié. Chacun, à la fin des fins, défend quand même ses intérêts les plus immédiats et les plus locaux. Et la question se pose aussi pour le Hezbollah, dont je pense toujours qu'il n'entrera pas en guerre massivement contre Israël, parce qu'il prendrait des coups tellement durs que ça le gênerait pour maintenir sa pression au Liban et en Syrie. Or, l'agenda du Hezbollah, c'est le Liban et la Syrie, beaucoup plus que la bande de Gaza. Mais ça, c'est super important, vraiment, de ne pas sous-estimer, en fait, l'agenda et les intérêts des acteurs locaux, parce qu'on lit beaucoup dans la presse, oui, l'Iran a tout manigancé, l'Iran est derrière, il tire les ficelles du Hezbollah, du Hamas. Mais il n'y a pas que l'Iran. Alors, oui, mais surtout, il faut se rappeler qu'effectivement, ils ont chacun leurs propres intérêts, et que s'ils voient un désintérêt à s'engager massivement dans la guerre contre Israël, ils le feront pas. Et le conflit, là, actuellement, entre Israël et le Hamas, c'est tout d'abord quelque chose de très local. Et ensuite, oui, il y a un soutien iranien au Hamas parce c'est un peu l'extrémité méditerranéenne de l'axe de la résistance en étant passé par l'Irak, la Syrie et puis le Liban. Mais c'est important de se rappeler qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance en fait des petits acteurs locaux. Et aussi sur la Syrie, je fais une petite digression qui est assez triste. Enfin, déjà que le sujet n'est pas joyeux, mais on voit évidemment beaucoup, et on en a déjà parlé sur France Info, mais de désinformation sur les réseaux sociaux et des images qui sont réutilisées. Et on voit énormément en fait d'images qui sont décrites comme des images d'enfants gazaouis qui ont été tués par les Israéliens. Et voilà, en fait, ce sont souvent des enfants syriens qui continuent à mourir sous les attaques du régime de Bachar el-Assad ou à mourir de faim. Il y a des attaques aussi en Turquie. Qui est un boucher. Il y a des attaques aussi qui sont pour l'instant commises par la Turquie au nord de la Syrie contre en fait les partenaires de la France et de l'Occident contre les Kurdes syriens. Et ça, en fait, on n'en parle plus parce que, alors déjà, on a une indignité à dimension variable.
ensemble, puis une capacité On d'attention. avait beaucoup parlé de la Syrie évidemment, tout de même sur France Info au moins. Oui, non, ça, France Info, je dis pas. Mais voilà, faut se rappeler qu'en fait, il y a d'autres guerres dans le monde. J'en suis tristement fier. Voilà, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête, pareil en Ukraine. Alors je souscris, j'abonde et j'adhère et j'adore. Et j'ajoute un point sur les Palestiniens. Moi je suis de ceux qui a toujours considéré, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ce conflit, à un niveau universitaire. J'ai toujours considéré qu'il fallait que la solution des deux États advienne enfin. Oui. Donc ça, j'essaye de la promouvoir, enfin de l'expliquer, de la promouvoir, etc. Très bien. Et je suis affligé du sort des Palestiniens lorsque ils font face à Israël. Mais moi, je constate avec beaucoup de dépit, sinon d'écœurement, que la vie des Palestiniens en Syrie, lorsqu'ils sont massacrés à Yarmouk, dans le faubourg de Damas, il y a moins de 10 ans de ça, laisse la place de la République vide. Et ça, c'est un vrai problème, parce que les Palestiniens qui n'ont pas le droit d'occuper une trentaine de métiers au Liban, les Palestiniens qui ont été naguère, alors ça fait longtemps, vous me direz, massacrés lors de Septembre Noir en Jordanie, les Palestiniens qui aujourd'hui ne peuvent pas fuir, ne serait-ce que les civils, en Égypte, parce que l'Égypte ferme sa frontière. Maintenant, un double blocus. Il n'y a pas un blocus israélien autour de la bande de Gaza, il y a un blocus israélo-égyptien. Et surtout, le massacre des Palestiniens de Yarmouk en Syrie, alors ça laisse indifférent. Et je trouve que c'est parfaitement écœurant, et ça jette d'ailleurs un discrédit sur l'instrumentalisation d'un certain nombre de militants, soi-disant en faveur de la cause palestinienne. Héloïse ? Non, je suis tout à fait d'accord, et donc c'est important de se rappeler en fait de la complexité du problème palestinien et de ne pas le voir uniquement dans le prisme du conflit israélo-palestinien, ce qui peut d'ailleurs dériver, on l'a vu beaucoup, sur quand même des incidents antisémites. Est-ce que l'Arabie Saoudite pourrait être un médiateur entre Israël et Palestine ? Arabie Saoudite, je sais pas, on se pose pas mal de questions quand même sur le rôle du Qatar. Une question qui revient souvent. Ouais, alors faut se rappeler déjà que les interlocuteurs privilégiés pour la médiation, c'était évidemment l'Égypte et la Jordanie, qui étaient les premiers pays du monde arabe à normaliser leurs relations avec Israël. Après, Arabie Saoudite, Qatar, je pense que c'est plus compliqué. Après, le Qatar a quand même un rôle, parce que c'est eux qui accueillent aussi des dirigeants du Hamas et qui donnent beaucoup d'aide humanitaire à la bande de Gaza, parce que l'Union européenne a décidé un petit peu de laisser justement le Qatar occuper la place. Alors apparemment, ils auraient joué un rôle dans la libération de certains otages. Bon, après, je veux dire, peut-être le plus de médiateurs, tant mieux, à condition que les initiatives ne se combattent pas. Mais il y aura quand même une réflexion ensuite, après la guerre, à se poser justement sur la place du Qatar, qui est quand même un soutien des frères musulmans. Oui, pompier pyromane. Ouais. Donc le Qatar pose énormément de problèmes. Et d'ailleurs, pas seulement en soutenant le Hamas beaucoup plus que l'autorité palestinienne. Le Qatar, ça fait quand même une trentaine d'années qu'ils soutiennent les frères musulmans un peu partout, des groupes radicaux. Autour de Daesh, à l'époque, c'était pas clair non plus, c'est le moins qu'on puisse dire. Al Jazeera, qui est prétendument un média libre, sauf qu'il évidemment n'était pas libre de critiquer le Qatar, tant qu'à faire, a eu une responsabilité que les historiens des médias, les historiens du monde arabe devront un jour juger, jauger, sur la chute d'un certain nombre d'États, de régimes arabes modérés. Bon, donc ils ont été sapés par Al Jazeera. Donc je pense que le rôle du Qatar aujourd'hui est extrêmement ambigu pour rester poli. Et l'avenir de ça, c'est quoi alors ? C'est quoi la marge de manœuvre du Qatar ? La crise de manière générale, alors écoutez, moi au risque d'apparaître comme peut-être trop optimiste ou trop béatement optimiste ou de faire de la pensée magique, je ne te demande pas de la pensée magique. Ça ne sera pas de la pensée magique, c'est que des choses qui peuvent tout à fait advenir. Mais la conjugaison des trois est difficile. Si le Hamas est militairement vaincu. 2, si l'autorité palestinienne réinvestit politiquement, militairement, financièrement, avec notre aide bien évidemment, la bande de Gaza. 3, c'est pas si, c'est quand. Dès que le gouvernement israélien va chuter, et d'après toutes les enquêtes d'opinion, on retrouverait plutôt aujourd'hui un Benny Gantz ou un Yair Lapid, donc plutôt de centre-gauche, au pouvoir. À ces 3 conditions, tout redevient possible. Tout, même le meilleur, c'est-à-dire un vrai processus de paix. Oui, je pense que c'est peut-être l'occasion de faire table rase en fait. Alors non, peut-être pas table rase parce que ça veut dire ça va pas bombarder tout le monde, bien sûr. L'image est peut-être malheureuse. L'image est peut-être mal choisie. Mais voilà, peut-être repartir en fait sur des remettre les choses sur la table. Voilà, remettre les choses sur la table, c'est très bien parce que ça peut faire en fait un peu crever un abcès, éliminer certains acteurs très radicaux. Mais effectivement, il y a quand même plusieurs conditions à respecter. Mais ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, on reviendra pas au statu quo d'avant. C'est pas comme Protective Edge, bordure protectrice, la dernière opération menée par Israël à Gaza en 2014, parce qu'à nouveau, il n'y avait pas eu ce qui l'avait provoqué. C'est-à-dire que jamais le Hamas n'avait pu pénétrer sur le territoire israélien. Oui, c'était déjà arrivé, mais pas dans cette telle ampleur et pas en s'attaquant comme ça à des civils, avec 1400 civils qui ont été tués dans des conditions atroces. Et là, d'ailleurs, Israël
avec dans une perspective de guerre de communication qui est très intéressante à regarder, a diffusé hier à des journalistes occidentaux les images qui ont été prises par les combattants eux-mêmes, par les combattants du Hamas, et il paraît que c'est assez insoutenable à regarder. Les Américains, leur position ont changé. La position de Biden n'est pas celle de Trump, qui n'était pas celle d'Obama. Moi, je sais pas. En vrai, je trouve qu'il y a quand même une sorte de continuité entre Trump et Biden. Mais peut-être pas dans la communication et dans la formulation. Mais en réalité, je trouve qu'il n'y a pas une si grosse différence que ça. D'abord, l'inconvénient de l'avantage de la démocratie, c'est que l'équipe au pouvoir en place, elle choisit un petit peu son orientation quand même. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour des régimes autoritaires. Bon, on peut le concevoir. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, je pense pas qu'un pays comme les États-Unis pourrait de toute façon se permettre de changer de cap à la manière d'un petit voilier. On a plutôt affaire à de gigantesques paquebots. Je file un peu la métaphore marine, mais pour vous dire qu'une politique étrangère d'un grand État de droit et notamment d'une puissance, ça se change pas comme ça. De manière radicale en quelques mois ou quelques années. Maintenant, pour ce qui concerne Trump, moi je pense que le problème de Trump, c'était surtout l'imprévisibilité. Oui. D'abord, il bossait pas du tout ses dossiers. Les pays dont on lui disait qu'ils étaient en crise, il savait pas les mettre sur une carte, et ça l'intéressait pas. Et donc, je pense que l'imprévisibilité, de toute façon, relève de l'irresponsabilité lorsqu'on est, en principe, en responsabilité d'être un gendarme. Donc moi, je suis quand même... Enfin, je préfère infiniment avoir affaire à des gens qui, d'ailleurs, sont ce qu'ils sont et suivent la ligne politique qui est la leur, mais au moins des gens qui sont cohérents, qui s'entourent de gens compétents, de conseillers compétents, qui les écoutent à minima. Et en général, dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, c'est quand même plutôt ce qui s'est passé. Et pour un Trump, il y a quand même pas mal de présidents qui ont été extrêmement responsables. Oui, et puis Trump avait quand même aussi une équipe de conseillers qui était un petit peu moins chien fou que lui. Après, voilà, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que si Biden décide lui aussi de retirer une partie des forces américaines du Moyen-Orient, alors imaginons que la crise comme ça ne se soit pas passée, au moins les alliés la prendront avant qu'ils ne le tweetent. Alors qu'avec Trump, en 2019-2020, on l'avait appris sur Twitter. Donc là, au moins, c'est un avantage par rapport à ça. Il y a Widge, Débrick et Mathéus qui nous ont rejoints. Il y a Koenig qui pose une question, ce sera peut-être la dernière parce que je vois que l'heure tourne, que j'ai promis de vous libérer à l'heure et que tu avais déjà faim en arrivant, Héloïse, et que je t'entends ton estomac faire grouic d'ici. Ça va, pour l'instant. Koenig 88 qui nous parle pas de bouffe, mais qui nous dit ce n'est pas la volonté de l'État israélien de voir émerger une paix et surtout un État palestinien. Il faut avoir un peu les pieds sur terre. Est-ce qu'il a raison ? Alors, s'il met un point d'interrogation, il a raison. S'il met un point d'exclamation, il a tort. Il met pas de point. Non, il met pas de point du tout. Alors moi, je mettrais un point d'interrogation. Ce gouvernement, c'est exact. Cette coalition, c'est exact. Israël est une démocratie. On l'a dit il y a un instant pour les États-Unis. Les gouvernements changent. Et il y a déjà eu un processus de paix d'Oslo avec un gouvernement à l'époque, Rabin Peres, centre-gauche, etc. Mieux que ça. Il y a eu en 2005, sous l'égide d'un nationaliste très ombrageux quand même, qui s'appelait Ariel Sharon, l'évacuation totale en 2 semaines et sans réelle violence de la bande de Gaza, c'est-à-dire 24 implantations et 8000 colons. Et c'est pas tout, et la cerise sur le gâteau, vous voyez, on remonte dans le temps, les accords de paix de Camp David entre Israël et l'Égypte, c'était pas gagné avant la guerre du Kippour, et même juste après non plus d'ailleurs, ont vu en 82, Menachem Begin, nationaliste très ombrageux, dégager déjà 8 implantations du Sinaï. Contre rien, la paix contre les territoires. Donc pourquoi pas une 3e fois, avec d'ailleurs une modification de frontières, mais qui a déjà été dans une large mesure négociée dans les années 90 et 2000, avec non pas échange de population, les gens ne bougent pas, il ne s'agit surtout pas de perpétrer ce genre d'horreur, mais d'établir de nouvelles frontières, de façon à ce que personne ne soit complètement lésé, pour parvenir à la solution des 2 États. J'y crois, je ne dis pas que ça sera réussi, en revanche, ce que j'affirme avec force et vigueur, c'est qu'on ne peut en aucun cas dire jamais. Oui, et puis surtout, si l'État d'Israël veut vivre en sécurité, enfin, il a justement, c'est quand même son premier intérêt. Après, c'est vrai qu'on a un petit peu parlé, mais il va y avoir si une solution à 2 États revient sur la table, il y aura quand même le sujet des colonies israéliennes en Cisjordanie à traiter, et je pense qu'il y aura quand même des colons à déplacer. Et sinon, en fait, l'unité du territoire actuelle de la Cisjordanie, l'unité territoriale n'est pas acquise, notamment à cause de ces colonies. Et d'ailleurs, il y a eu un très bon reportage, je crois que c'est dans Le Monde il y a quelques jours, qui montre que les colons profitent
du fait que tout le monde soit concentré sur Gaza pour accélérer en fait le délogement de certaines populations bédouines. C'est un comportement qui est favorisé effectivement par le gouvernement d'extrême droite qui est à la tête d'Israël en ce moment. S'il y a un gouvernement d'extrême gauche, mais de centre-gauche au moins, qui arrive au pouvoir, on peut espérer que la politique de colonisation change. Il y a Benny qui dit changer les frontières sans bouger les gens, j'y crois moyen, je plains ces gens par avance. Il y a Ertani qui dit donner un accès au domaine maritime aux Gazaouis pourrait-il améliorer la situation économique de Gaza ? Ouais, avant il n'y avait pas de blocus, hein. Avant 2007, en fait, avant que le Hamas ne prenne le pouvoir par les armes dans la bande de Gaza, il n'y avait pas de blocus. Et par ailleurs, sur la frontière, je le dis avec là aussi beaucoup de détermination, la frontière n'est pas un front. La frontière n'a pas nécessairement mécaniquement vocation à être fermée. La frontière n'est pas un terme performativement négatif. Les Palestiniens aujourd'hui, je ne suis pas là leur porte-parole, ni porte-parole de personne. Je peux vous dire, pour les rencontrer très souvent, les Palestiniens souhaitent une frontière. Bien évidemment, il faut qu'elle soit, négociée, qu'à l'intérieur de cette frontière, elle leur permette d'obtenir une véritable souveraineté aux côtés d'un État d'Israël qui est déjà souverain. Il est 13h04, passé de 43 secondes. Le mot de la fin, chers amis. Non, c'est juste que je fais un petit peu d'autopromotion pour nous deux. Si vous appréciez en fait la discussion qu'on vient d'avoir, et peut-être des positions modérées et bien expliquées, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc moi j'ai un compte Twitter, c'est @Fayet, et puis Frédéric, je te laisse donner le tien. Oui, alors moi je sais je sais à peine tweeter, mais j'ai publié à l'ancienne, je suis un vieux géopolitologue, un certain nombre de bouquins. Alors j'ai vu que tu as plein d'abonnés en plus, Frédéric. Ouais, il paraît. On ne fait pas de géopolitique sans géographie, comme l'aurait dit mon maître en géopolitique Yves Lacoste, à qui je rends systématiquement hommage. J'ai publié un bien modeste Atlas géopolitique d'Israël, outre les voies de la puissance, et l'Atlas d'Israël 6e édition permet, je dis objectivement, il y en a d'autres, en tout cas je renvoie à nos amis, à tout atlas possible, et en l'occurrence, puisque je suis en général assez d'accord avec ce que j'écris, le mien, l'atlas géopolitique d'Israël permet un instrument facile, aisé, et surtout comprendre les cartes en fait. Tout à l'heure, tu as cité Le Monde, j'aime beaucoup aussi le dessous des cartes. Excellente émission avec Émilie Aubry, et on ne fait pas de géographie, de géopolitique sans carte, donc vraiment, n'hésitez pas à prendre dans tous les cas de figure dès qu'il y a un conflit, surtout d'ailleurs lorsque la géographie est toute petite, là on parle de tout petit territoire, n'hésitez pas à aller consulter des atlas. En plus, le dessous des cartes, il était dedans il n'y a pas longtemps. Donc tous à vos cartes, donc Héloïse Fayet, Frédéric Ancel. Merci tous les deux. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Revenez quand vous voulez, je vous chasse du plateau pour en accueillir un autre, puisque c'est le moment du mag du mardi. Elle fait pas beaucoup de bruit, notre virgule du Mac du mardi. Salut Ertani, quoi ? Il faut suivre les tuyaux pour comprendre. Oui, bien sûr. On a un plateau qui patiente dans l'ombre. Mathis. On fait une petite pause, changement de plateau. Mais allez-y, rentrez, bienvenue. Donc il patiente dans un coin sombre du studio. J'accueille sur le plateau Aurore Gade de Numérama, Elisa Kovo de Mademoiselle et Oriane Villemeur de la Fabrique de la Danse. Salut mesdames. Vous avez chacune un micro. Il faut lui parler bien dedans. Okay. Et la nature humaine veut que quand on parle longtemps, on s'en éloigne un peu. Il faut bien faire attention. Donc avant l'heure, c'est pas l'heure. Il est 13h07, passé de 7 secondes. Et c'est le moment du déclic Numérama. Avec une belle succession de virgules qui font pas de bruit. Salut Aurore. Salut. Aurore Gade, journaliste à la rédac de Numérama, qui est partenaire du stream. Tu viens nous parler de Leja. Je prononce bien, c'est Leja, hein. C'est Leja et c'est aussi tout le projet The Line et Neom en Arabie Saoudite. Voilà, des projets titanesques, je crois. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un projet qui a été annoncé l'année dernière par l'Arabie Saoudite un peu par surprise. Et c'est un projet de ville, du coup, assez titanesque. Donc, ça doit être une ville de 9 millions d'habitants qui est contenue dans 2 bâtiments, espacés de 200 mètres, haut de 500 et long de 180 km. Donc c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est leur projet. Et ils veulent construire du coup une ville un petit peu en 3D, comme ils le présentent, qui serait hyper intelligente, donc gérée avec de l'intelligence artificielle, écolo, c'est ce qu'ils disent. Et qui déjà on sent qu'il y a un loup, hein, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Et qui en gros permettrait aux habitants d'avoir accès à tout ce dont ils ont besoin en 5 minutes à pied. Donc c'est un peu le programme de la ville du quart d'heure, sauf que là c'est en
encore plus condensé en 5 minutes. Et du coup, voilà, ça a été annoncé l'année dernière un peu par surprise. Et il y a une vidéo qui a tu m'as filé une vidéo qu'on va montrer à ceux qui nous suivent. Hugo, tu peux peut-être la vidéo, c'est la vidéo de présentation qui a été publiée l'année dernière. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça montre bien en fait la démesure du projet dans les images et à quel point c'est une ville qui serait absolument révolutionnaire. C'est des très jolies images en 3D, des plans d'architectes absolument géniaux où on voit un truc vraiment hyper utopique, des jardins suspendus un petit peu partout, à ciel bleu, des gens qui sont très contents de vivre là. En fait, dans les faits, déjà, on ne sait pas comment la ville va être gouvernée. C'est quand même censé être une ville, on ne sait pas s'il y a un programme politique derrière, s'il va y avoir des maires, si ça va être géré par une entreprise et tout. On ne sait pas qui sont les gens qui vont aller y vivre, on ne sait pas si au final les pauvres vont se retrouver en bas, les riches tout en haut avec l'accès au soleil et tout. Et au final, cette ville, elle pose quand même pas mal de questions, surtout que l'intelligence artificielle qui doit gérer toute la ville, en fait, on n'est pas encore complètement là. Il y a ChatGPT, mais c'est un peu tout pour l'instant, et ChatGPT ne peut pas gérer une ville de 9 millions d'habitants. Les trains qui doivent permettre de relier la ville d'un bout à l'autre, du coup, en 20 minutes, donc 180 km en 20 minutes, n'existent pas encore. Donc, pour l'instant. Voilà, c'est quand même un peu ambitieux, et la ville doit être terminée en 2029. Donc c'est quand même assez irréaliste pour l'instant, mais en tout cas il y a quand même des images qui sont sorties la semaine dernière où on voit que la ville commence à sortir de terre. Il y a Price qui me dit je crois qu'il y a des miroirs qui permettent d'avoir du soleil en bas. Alors Effectivement, c'est un peu ce qu'on voit, hein. C'est des constructions tout en reflet. Ouais, voilà, c'est ça. Les 2 bâtiments qui doivent composer de Line, ils sont recouverts de miroirs, mais à l'extérieur. Du coup, ça permettrait pas du tout d'avoir de la lumière à l'intérieur. Faudrait ça réfléchirait sur tous les côtés, et du coup, ce serait dans le désert, comme c'est en Arabie Saoudite. Donc, je vais s'imaginer des miroirs en plein désert. Ça va faire une chaleur absolument aberrante. Tous les animaux qui vivent dans la région, déjà, vont se retrouver séparés par un énorme truc de 180 km. Donc, il y a des espèces, le mouvement ne pourra plus se faire. On peut imaginer des petites familles très mignonnes d'animaux de la région qui vont être séparés. Mais même, plus sérieusement, ça va être un problème énorme pour les oiseaux qui ne vont pas voir les miroirs. Ça va être vraiment juste une aberration un petit peu. Il y a des gens qui s'opposent dans la région déjà au projet. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des Touaregs qui vivent dans la région depuis du coup des centaines d'années, qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux et qui ont exprimé leur désaccord avec le projet, parce qu'ils ont été délogés par le gouvernement de l'Arabie Saoudite sans avoir de mots à dire, et ils ont dit que du coup ils n'étaient pas très contents, et ils ont été condamnés à mort. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà, parce que ils ont été accusés de terrorisme, et du coup condamnés à mort. C'est quoi le but de l'Arabie Saoudite avec tous ces projets un peu pharaoniques, complètement, c'est absolument pas dans l'ère écolo du temps, si je puis dire. C'est pas 2023 quand même ce que font les Saoudiens. Justement, en fait, ils essaient de quand même se donner une nouvelle image. Ils préparent l'après-pétrole, on le sent bien, parce que quand même, il y a quelques années, on parlait pas encore de tout ça. Mais The Line et tous les autres projets annexes, ça fait partie de Vision 2030, pardon. C'est le plan de Mohamed Ben Salman. Et en fait, c'est vraiment pour changer l'image du pays. Du coup, on sent qu'ils essayent de faire un petit peu comme Dubaï a pu le faire, en visant sur du tourisme très très luxe, en attirant les gros porte-monnaies étrangers, et en faisant des gros projets architecturaux un petit peu fabuleux comme ça, très utopiques, pour attirer le tourisme qui n'existe pas encore pour l'instant dans la région. Il y a des petites questions dans le chat. Alors si tu sais pas répondre, tu ne réponds pas. C'est une question très précise. Une question qui est moins précise. Professeur Wanabi qui nous dit mais ils ont lancé le chantier de ce projet ou c'est encore qu'une idée. Le chantier est lancé, tu y as répondu. Et il y a Icarus, alors ça c'est très précis, c'est face à ce type de projet titanesque et absurde, comment la France, en tant qu'État, où les citoyens lambda peuvent agir. L'Arabie Saoudite est un État souverain, donc je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose en réalité. Ouais, voilà, c'est ça. Et l'Arabie Saoudite, par ailleurs, a du pétrole. Donc on n'est vraiment pas en mesure de dire quoi que ce soit. En tout cas, la France, en tant qu'État, peut rien faire, parce que comme tu l'as dit, c'est l'Arabie Saoudite qui décide ce qui se passe en Arabie Saoudite. Donc même si on peut trouver, nous, à notre échelle, que c'est pas hyper cool ce qu'ils font, que ce soit au niveau de la construction des villes ou au niveau de leur traitement des opposants au projet, à part ne pas aller visiter là-bas, il n'y a pas forcément grand-chose qu'on puisse faire, quoi. Oriane, Elisa, vous êtes allée en Arabie Saoudite? Jamais, mais par contre j'ai une question, c'est une ville qui est destinée au tourisme ou c'est pour y vivre? Alors il y a plusieurs projets. The Line, c'est
normalement pour y vivre, mais ils ont d'autres projets là-bas qui sont vraiment très orientés tourisme. Du coup, ils ont annoncé une île artificielle qui doit servir de port et un peu de centre industriel. Il y a une île qui serait destinée au tourisme de luxe avec des yachts et tout. Et ils ont un projet de station de ski. Ah oui, et le fameux dôme dans le désert, c'est ça? Non, c'est pas un dôme. C'est encore. Ouais, ce serait genre dans des espèces de montagnes qui sont dans cette région-là, où ils ont prévu de construire des pistes de neige artificielles avec un lac artificiel. Et pareil, la construction doit être terminée pour 2029 parce qu'ils ont gagné l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver. Pour 2029. Donc faire du ski en Arabie Saoudite, ça peut paraître un peu bizarre, surtout comme... Surtout qu'il fait chaud quand même. Ouais, voilà. En Après, Arabie c'est dans Saoudite. des montagnes, du coup, la température est quand même légèrement plus fraîche qu'ailleurs dans la région. Mais même s'il fait 0 degré, il n'y a quand même pas d'eau parce qu'on est dans un désert. Du coup, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait des canons à neige. Donc, c'est pas très écolo. Et ils ont annoncé la semaine dernière aussi, c'est pour ça que c'était un peu la nouveauté, un projet de 3 hôtels absolument absurdes en plein milieu d'une gorge naturelle, donc qui est magnifique, et c'est 3 espèces énormes trucs de verre qui sortent de nulle part. Donc pareil, si vous voulez regarder, il y a les images sur Numérama. Et enfin voilà, du coup, ce serait destiné pour y vivre dans The Line avec 9 millions d'habitants, mais aussi au tourisme. Oriane, tu voulais ajouter quelque chose? Je connaissais ce projet et la question à laquelle j'avais pas de réponse, c'est pourquoi choisir cette architecture en longueur? Quel était le sens à part peut-être juste du show-off, j'en sais rien. Je pense que c'est... Est-ce qu'il y avait une raison particulière? C'est plutôt ça. Dans leur vidéo explicative, ils disent que pour l'instant, les villes aujourd'hui telles qu'on les a conçues, elles sont pas bien optimisées. Ce qui est vrai. On peut voir que forcément les villes très étendues, c'est pas très intéressant d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue nous humains pour se déplacer. Et ils ont dit qu'ils allaient essayer de faire une ville qui répondrait à ce système du coup de la ville du quart d'heure, sauf en condensant tout. Sauf que en fait le concept ne disait pas qu'il fallait faire une ville en très longue. Du coup, en fait, là, on sent qu'ils ont voulu un petit peu montrer qu'ils pouvaient faire quelque chose de très novateur, d'un peu, ça fait très science-fiction. Et je pense que c'est du coup vraiment ça, leur idée avec la ville très longue. Bah, tu as beaucoup bossé sur le sujet. Dans le chat, il y en a qui disaient on se fait bombarder depuis plusieurs mois en fait, de contenu de Neom. Exactement, ouais. C'est une énorme campagne faite par des très grosses agences, puis déjà depuis quelques années, il me semble, non? Ouais, voilà, c'est ça. Ça a été annoncé en 2018, si je dis pas de bêtises. Et Neom, c'est l'entreprise qui chapeaute du coup la construction de tous ces projets. Du coup, The Line, Trojena, la ville dans les montagnes, Hexagone, la ville sur l'eau, Sinala, la ville de tourisme. Et Leija, du coup, là, les 3 nouveaux hôtels qui vont être construits dans le désert. Donc, c'est une entreprise qui gère ça, qui est chapeautée par le gouvernement. Et c'est aussi pour ça que, du coup, je parlais tout à l'heure de la gouvernance de ces villes, parce qu'elles sont construites par des entreprises. Est-ce que ça veut dire qu'après, à terme, si ces villes existent bien, si The Line accueille vraiment 9 millions de personnes comme c'est prévu, comment est-ce que ça va être géré? Est-ce que c'est le PDG de l'entreprise qui va dire alors? Ou est-ce qu'il va y avoir vraiment une espèce de petite démocratie qui va être instaurée dans la ville? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Il y a Hugo Schnops qui dit comment un tel projet a-t-il été décidé? C'est l'État. Oui, c'est l'État, c'est Mohamed Ben Salman. Et il y a Morgan Star qui dit bonjour, peut-on connaître les noms des belles entreprises françaises de pub, de BTP, etc. qui sont liées à ces beaux projets? Je ne sais pas s'il y a des entreprises françaises qui sont liées à ces projets. Je ne sais pas si tu as la réponse. Alors, par ailleurs. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont partenaires. Il y a moyen, comme c'est des énormes chantiers, c'est pas déconnant d'imaginer que Lafarge pourrait fournir du pétrole ou une aide. C'est géré par beaucoup de cadres occidentaux, Neom. Et il y a un Français qui est en charge spécialement de Tonomous, qui est une division de Neom, qui est chargée de la partie autonomisation de The Line, donc tout ce qui est collecte des données, tout ça. Mais après, j'imagine qu'il y en a d'autres, je juste les connais pas encore. Merci Aurore. Aurore Guette de la rédaction de Numérama, qui est partenaire du stream. On quitte la dune sableuse de l'Arabie Saoudite, de ses projets pharaoniques, comme c'est joli, parce qu'il est passé 13h18 et j'ai faim, pour tirer un bord en haut des cimes, la cime des arbres. Parce que parfois, en haut des arbres, ils s'en trouvent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est l'heure de la nouvelle chronique de Mademoiselle. Ça s'appelle Histoire de lutte et c'est avec Elisa, journaliste société. Salut Elisa. Salut Ludovic. Qui va venir toutes les 2 semaines nous parler, nous raconter plutôt l'histoire d'une lutte ou d'un outil de lutte sociale, féministe, environnementale, de ses racines, ses manifestations contemporaines. C'est super joli aussi. En puisant dans l'actu et la pop culture. Cette semaine, Elisa, tu vas nous parler de la grève de la faim. Exactement, parce que si vous avez lu l'actu un peu ces derniers temps, c'est quelque chose qui est pas mal revenu, notamment
avec Thomas Brail, à qui tu étais en train de faire allusion, Ludovic, il me semble, mais aussi par exemple avec l'opposant au régime Ousmane Sonko, qui est donc au Sénégal et qui a annoncé aussi faire sa grève de la faim. Mais donc Thomas Brail, lui, c'est pour s'opposer au projet de l'A69, qui est un projet d'autoroute reliant Toulouse à Castres, qui implique de raser des hectares et des hectares d'arbres. Donc voilà. Et je fais une petite parenthèse pour dire qu'on parlera de lui beaucoup jeudi midi dans le prochain stream. Pardon. Exactement, on me l'avait soufflé dans l'oreillette, j'allais y venir, mais c'est super. Oui, donc voilà, j'avais envie de m'intéresser du coup à l'histoire de ces grèves de la faim, puisque lui, Thomas Brail, c'est ce qu'il a fait, et voilà, et que ça revient beaucoup dans l'actu, et je me suis dit, l'heure du déj, c'est parfait pour parler de ce genre de sujet. Bon alors, raconte-nous d'où ça vient tout ça. Mais alors, c'est un peu difficile de retracer exactement qui a eu l'idée d'inventer les grèves de la faim. D'inventer la grève de la faim. Voilà. Mais quelle idée épouvantable. Néanmoins, quand on cherche un peu, on voit qu'il y a eu une première grève en 1878 qui était une des premières grèves politiques, parce qu'avant il y avait des jeunes aussi religieux, mais c'est encore autre chose. C'est une étude rédigée par Kevin Grant, professeur d'histoire au Hamilton College de New York, qui a su retracer ça. Et en fait, c'était des prisonniers politiques en Russie, dans la forteresse de Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg, qui ont refusé de se nourrir pour justement protester contre les conditions de détention dans ces prisons-là. Et ensuite, parmi les grévistes de la faim les plus illustres de l'histoire, on a bien sûr Gandhi, dont vous avez peut-être entendu parler, Bobby Sands pour la cause... Petit personnage méconnu. Pour la cause républicaine irlandaise, Lanza del Vasto pendant la guerre d'Algérie, puis le Larzac. Et aussi, dans l'histoire contemporaine, on n'a pas seulement des personnalités, mais on a aussi des anonymes qui se sont battus avec cette méthode-là. Je pense notamment aux réfugiés, aux déboutés du droit d'asile, qui se sont insurgés contre les injustices administratives en faisant des grèves de la faim. Les prisonniers, encore une fois, qui ont protesté contre leurs conditions de détention, les opposants aux armes nucléaires. Donc voilà, on a eu plein de... Est-ce que tu as découvert, c'est que, parce qu'on n'y pense pas forcément, c'est en creusant un peu, c'est qu'il y avait un lien avec les luttes féministes, pardon. Exactement, c'est ce qui m'a interpellée. Je trouve que c'est une partie de l'histoire qu'on ne connaît pas forcément, donc j'avais envie de vous en parler. Non, immédiatement, ça... Voilà, et en fait, c'est intéressant de voir comment ces luttes féministes-là se sont accaparées les grèves de la faim pour en faire un outil de résistance puissant. On le voit, la grève de la faim est même devenue un symbole pour... Bon, je vais y venir, je vais reprendre chronologiquement, mais bon, après 1878, c'est ça. La grève dont je vous parlais tout à l'heure à Saint-Pétersbourg, il y a eu des prisonnières politiques en Sibérie qui ont repris ça, donc des prisonnières politiques qui ont repris cette méthode-là, qu'on appelait la méthode russe d'après les médias de l'époque. Et ensuite, c'est les suffragettes britanniques qui, elles, se battaient pour le droit de vote en Angleterre, qui ont récupéré cette méthode-là et qui, en fait, donc menaient des actions de vandalisme et qui se faisaient interpeller et donc arrêter. Et une fois en prison, elles protestaient pour obtenir le statut de prisonnières politiques, et donc elles entamaient des grèves de la faim. Suffragettes qui réclamaient le droit de vote. C'est la gouvernante de Mary Poppins, il me semble. Exactement. Et donc, dès 1909 et jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, elles ont organisé ces grèves de la faim à chaque fois qu'elles se retrouvaient en prison. La première à avoir fait ça, c'était la suffragette Marion Wallace Dunlop, qui a tenu 91 jours. Elle a même reçu une médaille. Attends, parce que si tu trouves que c'est beaucoup, t'es pas prête. T'es pas prête. Elle a reçu une médaille de bravoure pour cette action-là, qui s'appelait la Hunger Strike Medal, c'est-à-dire la médaille de la grève de la faim, de la part de l'Union sociale politique des femmes. Et puis ensuite, il y a d'autres suffragettes qui ont suivi son exemple. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le jeu de chat et de la souris qui s'est engagé après avec les pouvoirs en place. Parce que donc, certaines ont été libérées pour raison médicale, puisqu'à un moment, quand tu ne manges pas, tu meurs. Voilà, ça devient problématique. Et en fait, ça faisait que, comme elles étaient arrêtées puis libérées, la politique du gouvernement d'arrestation, en fait, devenait quasi inefficace, quoi. Donc les autorités se sont dit super, on va les gaver de force. C'est une partie assez sombre de l'histoire, parce que donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu les images, mais en fait il y a des illustrations de l'époque qui circulaient où on voit des gros tuyaux dans leur gorge où elles se faisaient gaver comme des oies, quoi. Et voilà, et en fait les suffragettes ont du coup entamer une campagne de sensibilisation auprès de l'opinion publique pour alerter sur ce qui se passait dans les prisons, et puis aussi pour alerter sur la cause des femmes qui demandent le droit de vote, et elles ont gagné en sympathie. Donc le gouvernement, à un moment, il a dû changer de stratégie, et il a mis en place une loi qui s'appelle, ce que je disais tout à l'heure, enfin qui est surnommée plutôt le Cat and Mouse Act, c'est-à-dire la loi du chat et de la souris, qui consistait à n'administrer aucun soin aux suffragettes qui faisaient la grève de la faim jusqu'à ce que leur état de santé se dégrade tellement qu'ils soient obligés de les libérer, qu'elles soient mises hors état de nuire, et ensuite on les laissait, ce qui arrivait dehors n'était plus de leur ressort, quoi. Puis on les remettait en prison dès qu'elles étaient de nouveau capables de faire des actions, etc. Donc, ce qui n'est pas très chouette.
Non, non. Et en fait, ça leur permettait aussi de purger leur peine en entier. Et en fait, cette situation des suffragettes, elle est devenue assez emblématique des conditions de détention à l'époque des prisonniers. Et ça a fait qu'elles ont gagné en sympathie, comme je le disais tout à l'heure, que la cause qu'elles défendaient a aussi gagné en sympathie auprès de l'opinion publique. Et donc, elles ont pu faire avancer finalement leurs droits. Pourquoi spécifiquement la grève de la faim? Elles auraient pu faire autre chose. Il y a plein d'autres moyens d'exprimer son mécontentement, de se mettre en danger autrement pour protester. C'est une question que je me suis posée. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait une grève de la faim, il y a une mise en cause du corps. Enfin, on met le corps en jeu, entre guillemets. Et donc, dans son ouvrage « L'autoreprésentation des femmes en conflit, les récits d'emprisonnement et des suffragettes », le chercheur Christian Auer, il montre que ce choix d'utiliser la grève de la faim, en fait, il n'est pas anodin, parce qu'en faisant une grève de la faim, elles utilisent leur corps à des fins politiques, elles affirment haut et fort qu'elles rejettent le carcan dans lequel elles sont enfermées, qu'elles refusent d'incarner et de prouver, d'incarner ce corps féminin qu'on leur impose aussi. Elles repoussent leurs limites, et elles montrent que cette image-là, c'est le fruit d'une construction sociale. Et puis le chercheur, il note aussi que dans ces grèves de la faim-là, elles étaient muettes face aux médecins qui essayaient de les... Enfin, médecins, je ne sais pas si c'était vraiment des médecins, mais en tout cas, les personnes qui essayaient de les gaver de force, laissant donc le corps s'exprimer à leur place et devenant, je cite donc là le chercheur Christian Auer, un corps martyrisé qui physiquement et métaphoriquement exprimait le refus de la soumission et la revendication des droits perçus comme légitimes. Donc voilà. Et qui est-ce qui détient le record de longévité aujourd'hui? Mais c'est une femme aussi. Mais juste avant ça, je veux préciser quand même que le gavage forcé n'est plus autorisé depuis 1975. Interdit par toutes les conventions, je pense. Oui, c'est ça me paraît pas mal de préciser quand même. S'assimilerait probablement à de la torture en droit international. Donc depuis 1975 et un traité qui est signé à Tokyo. Mais donc oui, c'est une femme et elle s'appelle Irom Sharmila Chanus, c'est une militante des droits de l'homme et de l'ethnie des Météis, qui a mené une grève de la faim. Alors là, tiens-toi bien. J'ai peur. De 2000 à juillet 2016. Comment tu fais du coup, genre pour pas. On l'a alimentée de force. Ok. Donc, une pratique normalement jugée inéthique, mais. Ok. Voilà. Et donc elle protestait contre l'AFSPA, qui est l'Armed Force Special Powers Act, qui en gros étend considérablement les pouvoirs des forces de l'ordre pour lutter contre certains mouvements sécessionnistes dans des régions de l'Inde. Et elle jugeait que justement cet acte-là fait qu'il y a des booms de violence militaire, et donc elle protestait contre ça. Il y a Dimé Bagou qui nous dit: c'est bon, je suis accroché à l'émission, j'en reviens pas du courage, mais pas que. Je ne saurais définir l'autre adjectif qu'il faut pour entamer une grève de la faim, surtout à 18h26, ça fait vraiment make sense. Nawal qui dit: nous devons tellement à ces femmes. Et Débris qui nous dit: fini le foie gras d'humain, dommage. On se figure souvent les grèves de la faim comme des luttes solitaires, quelque chose qu'on fait tout seul, une lutte individuelle. Tous les exemples que tu as cités, ce sont des actions de groupe, il me semble. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a interpellée et je suis allée chercher dans la littérature académique. J'ai vu qu'il y avait une politiste, Johanna Simeon-Germanos, qui avait justement montré que les grèves de la faim ont longtemps été négligées de l'étude des répertoires d'action parce qu'on pensait qu'elles étaient marginales, que c'était une personne solo qui, en gros, défendait sa cause, et en fait, on en minimisait la portée. Mais ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, non, c'est un phénomène qui n'est pas forcément individuel et individualisant, mais qui est bien collectif. Ça marche ? Là, c'est une question qui est un peu difficile, c'est compliqué d'y répondre, c'est pas une science exacte, mais une chose est sûre, la grève de la faim, comme je disais tout à l'heure, c'est une mise en jeu du corps qui présente donc un danger pour la santé, mais qui aussi témoigne d'une grande détermination. Certains militants comme Thomas Brain, qu'on évoquait tout à l'heure, se sont dit déterminés à mourir pour leur cause. Il s'est d'ailleurs, dans son cas, retrouvé à l'hôpital parce qu'il a entamé une grève de la soif derrière, et en fait, on a bien vu que c'est au moment où il s'est retrouvé à l'hôpital que tout d'un coup, il y a eu un emballement médiatique et politique pour cette question-là, même si pour l'instant il n'a pas eu de gain de cause, et voilà, et que voilà, on a vu dimanche, ils ont encore évacué la ZAD de Saïx, le projet est toujours d'actualité, et Thomas Bray a même été blessé lors de l'intervention, donc c'est un peu compliqué d'y répondre, mais en tout cas ça suscite l'empathie et ça permet de s'intéresser à la cause et d'en entendre parler, quoi. Ça suscite en tout cas la sympathie du chat. France Info ne vous encourage pas à faire la grève de la faim. Merci Elisa Kovo, journaliste à la rédaction de Mademoiselle. On reste dans le domaine de la lutte, alors certes de la petite lutte, mais quand même un peu des luttes pour faire reconnaître un métier, pour faire reconnaître un diplôme, celui pour devenir chorégraphe, parce que depuis le 19 juillet 2023, le 19 juillet c'est mon anniversaire, le métier de chorégraphe est reconnu par l'État par un diplôme inscrit au registre national des certifications professionnelles délivré par le Centre de formation professionnelle La Fabrique de la Danse. C'est la petite histoire de la grande histoire du jour. Je ne sais pas si on a la belle virgule de la petite histoire de la grande histoire. Oh oui, chic. Comment ça remarche. Bonjour Oriane Villemer. Bonjour.
Salut Oriane, t'es danseuse chorégraphe, t'es ingénieure aussi, j'ai vu. Oui. T'es vraiment plein de trucs. Tu es surtout aussi, t'es une chorégraphe engagée. T'as surtout cofondé et tu présides la Fabrique de la danse. C'est quoi la Fabrique de la danse ? C'est un incubateur artistique spécialisé dans la danse. Donc on développe des programmes d'accompagnement pour les chorégraphes et pour les accompagner dans leur promotion de leur travail. Il y a désormais un diplôme pour devenir chorégraphe. Alors moi j'ai appris ça il y a quelques jours. Pour moi il était évident qu'il fallait un diplôme pour être chorégraphe. Avant donc c'était donc des danseurs. Pourquoi il n'y avait pas de diplôme pour devenir chorégraphe ? Alors, je n'ai pas forcément toutes les raisons, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des diplômes pour devenir danseur et pour devenir enseignant. Et chorégraphe, en fait, je pense que c'est surtout parce que c'est associé à du talent, le talent de l'auteur. Mais ce n'est pas tout à fait vrai dans les autres disciplines artistiques, où on peut faire les beaux-arts, où on peut être metteur en scène, où on peut être réalisateur, etc. Donc, je n'ai pas la raison. Mais en tout cas, c'est un état de fait, il n'y avait pas de formation pour les chorégraphes, donc c'est pour ça qu'en fait, on a décidé d'en créer une il y a 8 ans. Donc c'était quoi le parcours un peu classique de quelqu'un qui devient chorégraphe ? Ou il n'y en a peut-être pas d'ailleurs ? Il y a 2 types de parcours, je dirais. Il y a le danseur qui, au bout de quelques années de carrière, a envie aussi d'explorer son propre univers artistique et se lance et crée sa compagnie. Et il y a aussi des artistes qui sont tout jeunes, sortis d'école de danse et qui savent tout de suite qu'ils veulent créer et qu'ils veulent diriger une compagnie. Qu'est-ce que c'est exactement le métier de chorégraphe ? Pour expliquer à ceux qui n'ont jamais... On rencontre pas toujours des chorégraphes. Alors peut-être qu'à Paris, à la Maison de la Radio, on en rencontre. Peut-être dans le chat, la plupart des gens n'ont jamais rencontré de chorégraphe. C'est quoi et c'est qui un chorégraphe ? Une chorégraphe d'ailleurs ? Alors déjà, un chorégraphe, c'est un artiste, c'est un auteur. Donc c'est une personne qui défend sa vision artistique et donc une certaine vision du monde. Et en fait, elle le fait au travers d'œuvres chorégraphiques, donc d'œuvres qui impliquent le corps, mais bien sûr toute autre forme d'art. Et en fait, souvent, on associe le chorégraphe à un danseur qui met en mouvement en studio. Or ça, c'est peut-être 15% de son temps. Et encore quand ça se passe bien. Donc le chorégraphe, en fait, aujourd'hui, et ça, c'est une vision de la profession, c'est quelqu'un qui monte une structure. Donc c'est un entrepreneur qui va créer son association, qu'il appelle Compagnie de danse, et dans laquelle il va défendre ses projets, chercher de l'argent, recruter des personnes et réaliser un spectacle qu'il doit vendre et qui doit trouver son public, en fait. Donc il y a aussi il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup de stratégies, de management et beaucoup de montage de projets. C'est quoi le quotidien d'un chorégraphe ? C'est un quotidien très divers, je pense. On peut démarrer sa journée en studio pour s'échauffer, retrouver son lien au corps. Et puis très vite aller sur le terrain pour défendre justement une pratique de la danse, défendre l'importance de la création artistique dans le quotidien des jeunes. Donc ça peut être des personnes en milieu scolaire, mais ça peut être aussi d'autres types de publics éloignés des pratiques artistiques. Donc ça fait beaucoup partie du quotidien du chorégraphe. Et puis c'est aussi beaucoup de temps derrière son ordinateur à faire des relances, à des programmateurs, à faire des dossiers pour obtenir de l'argent. Et heureusement, il y a du temps en studio et du temps au plateau pour retrouver la colonne vertébrale de ce qu'ils font, ce qui a fait leur vocation. Il y a 2 questions dans le chat. Il y a Ticlem qui demande un chorégraphe, est-ce que ça doit forcément savoir danser ? Savoir pouvoir danser ? Alors effectivement, souvent on pense qu'il faut absolument savoir danser. Moi je pense que c'est quand même essentiel, parce que pour diriger ces danseurs, c'est hyper important de comprendre d'où part son mouvement et comment l'améliorer. Donc ça, c'est dans la direction de danseurs que souvent ça va être utile, mais on peut rattraper. Si jamais on sait qu'on a envie de chorégraphier, mais on n'est pas un danseur à l'origine, on a des envies, des intentions, des intuitions, un regard sur la mise en scène, sur la dramaturgie. Tout ça, c'est des compétences que le chorégraphe doit avoir aussi. Donc je dirais que si on n'a jamais fait de danse et qu'on veut être chorégraphe, on peut aller prendre des cours de danse en parallèle quand même. Voilà. Ça pourrait être utile. Il y a des briques qui demandent est-ce que ça s'écrit une chorégraphie comme la musique ? J'aime beaucoup cette question parce que non, ça ne s'écrit pas. En fait, c'est ça le problème. Comment ça s'écrit pas ? Non, c'est le problème de la danse. Il n'y a pas de référentiel universel. Donc, il y a eu deux personnes qui ont marqué le milieu, Laban et Benesch, qui ont créé un système de notation, mais il faut faire 3 ans, 4 ans d'études pour le comprendre. Donc, en fait... C'est des petits papiers avec les petits cercles positionnés sur un plan, c'est ça ? C'est magnifique. Et c'est vraiment magnifique. Mais du coup, non, en fait, c'est beaucoup de transmission orale et aujourd'hui, beaucoup de vidéos. Est-ce que tu as 2 très bons moments de danseuse avec un chorégraphe ou alors 2 bons moments de chorégraphe avec des danseurs ou des danseuses ? C'est-à-dire ? Un souvenir. Un souvenir ? Ou un très mauvais ?
Non, moi, je pense que là, le souvenir qui me vient, c'est une création avec une chorégraphe qui travaille dans l'espace public et qui a décidé de créer son spectacle dans une école, dans le 20e. Et voilà, c'est un moment où on a tous contribué en tant qu'interprète et aussi en tant qu'assistant chorégraphe à son œuvre, et c'était magnifique. Voilà, c'est celui qui me vient ce matin. C'est un Elle très bon s'appelle exemple. Lucille Rimbert. Comme ça, c'est les modos. Vous pouvez peut-être mettre, pardon, on est sur le service public, de mettre un lien, pardon. Dans cet espace, la Fabrique de la Danse, vous faites quoi ? Dans notre espace, donc là actuellement on est dans le 20e, on va bientôt déménager à Pantin, et donc on a plusieurs activités. Donc on a des activités vraiment d'accueil en résidence, donc des chorégraphes qui ont enfin le temps d'aller créer en studio, si vous me suivez, et puis on a aussi beaucoup d'accompagnement. Donc pour nous ça veut dire quoi ? Ça veut dire des formations, dont celles qui mènent au diplôme de chorégraphe, mais aussi des formations plus courtes ou des événements voilà, où on discute, comme ce matin, mais sur des actualités chorégraphiques. Et comment on rejoint n'importe qui peut prétendre à intégrer la formation pour devenir chorégraphe ? Alors non, c'est pas possible. Parce mais comme que, plein de formations, tout le monde peut prétendre. Comment on peut comment ça marche ? Il y a une sélection artistique et une sélection aussi sur l'avancement du projet, puisque il faut que la formation bénéficie vraiment. Mais en revanche, on a toujours voulu justement garder une porte ouverte à tous ceux qu'on ne pourrait pas accompagner sur la durée. Donc c'est pour ça qu'on met en place tous ces événements dans notre lieu. J'espère que ça suscitera quelques vocations. Merci Oriane Villemer de la Fabrique de la Danse. Merci à toutes les trois. Je vous chasse du plateau, mesdames, parce que le plateau est tout petit, qu'on manque de recul et que j'aurais aimé vous faire interagir tous ensemble. Il s'avère que techniquement, ça n'est pas possible. Merci d'être passé dans le talk. Revenez quand vous voulez et vous allez revenir, notamment vous deux. Mais Oriane, si tu veux revenir, tu es la bienvenue, bien sûr. Et j'accueille mon troisième plateau d'avant le déjeuner. Mathis, est-ce que nos invités sont là ? Je vous en prie, bienvenue. Binkadi Emmanuelier, Léo Klockner et Aurélia. C'est pas Aurélia. Et Aurélia qui ne vient pas. Donc. Salut à tous les deux. Pardon, je regarde le chat. Binkidi Emmanuel, tu es agent d'artiste, tu es le co-auteur de la question raciale à l'Opéra de Paris. Léo Klockner, toi tu es normalien, agrégé, prof d'histoire géo en Seine-Saint-Denis. Aurélia Durand, donc, qui devait venir, mais qui a un petit bébé, si j'ai tout bien compris, qui a 2 mois, qui s'en occupe. Elle est illustratrice, mais on va revenir dans un instant. Vous êtes nos invités du jour. Un avocat, agent d'artiste, un prof normalien en Seine-Saint-Denis, et donc une illustratrice à succès, ça allait certainement donner de belles choses. Vous êtes l'auteur à 3 de Visibles, qui sont... Ah pardon, j'étais un peu perturbé par le chat. Je ne sais pas si on... super, vous allez pouvoir le prendre. Qui est paru ce mois-ci chez Stock. Visible, c'est quoi ? C'est 40 portraits de grandes figures noires qui ont marqué l'histoire de France, du XVIIIe siècle à nos jours. La jeunesse de ce livre, c'est quoi ? La jeunesse de ce livre, c'est une conversation, un verre qu'on a pris avec Léo il y a 1 an et demi maintenant. On se connaissait, on va dire, on avait des amis en commun, on s'était jamais rencontrés en vrai, on avait discuté de pas mal de sujets ensemble sur les réseaux sociaux. Et moi, j'avais un article à écrire justement sur les mouvements Black Lives Matter, etc. Et j'avais décidé d'écrire un article sur le très grand nombre de références qu'on peut avoir en France sur les questions de racisme qui sont américaines, notamment en termes de grands personnages historiques, mais que ces références étaient très peu nombreuses quand on se limitait à l'espace national, à la France. Et donc j'avais envie d'avoir l'avis d'un prof, puisque j'ai quitté l'école quand même depuis un certain temps, donc je voulais un petit peu l'avis d'un prof, pour savoir comment ça se passait, comment étaient construits les programmes aujourd'hui. Et donc on a eu cette discussion, et je pense que de manière assez naturelle, on a conclu sur un manque d'outils, en tout cas de support, qui permettrait d'aborder ces questions, de raconter ces histoires-là au plus grand nombre, et puis on a décidé d'y pallier par nous-mêmes. C'est vrai que ce qui devait être un café en fait a duré quelques heures et on est reparti avec un plan de livre. Tout de suite, le constat en fait de départ, c'était on veut parler de ces questions-là, elles nous intéressent, on n'a pas d'outils. On n'a pas d'outils, donc créons ces outils. Voilà, ça c'était le projet. On a commencé à travailler ensemble sur la structure du livre. Assez rapidement, on a contacté Aurélia Durand, qui est donc l'illustratrice et qu'on salue, et qui a tout de suite accepté de faire ce projet.
Qui est une illustratrice reconnue, qui a reçu les honneurs du New York Times notamment. Ouais, qui est publiée énormément aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais aussi dans d'autres pays, puisque ses livres ont été beaucoup Je vous ai traduits. présenté tous les trois un peu vite, pardonnez-moi. Et effectivement, elle nous a dit d'ailleurs qu'elle attendait en fait que ce projet se fasse. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même une facilité en fait à travailler ensemble, puisqu'on avait les mêmes envies en fait. Vous commencez le livre par une intro, ce qui n'est pas très original jusque-là. Vous posez la question, quelle grande personnalité noire ayant marqué l'histoire pouvez-vous citer? Martin Luther King, Mandela, Rosa Parks, il y en a plein d'autres, il y a plein d'oubliés du roman national. Oubliés des manuels scolaires aussi peut-être? Oublier des manuels scolaires, effectivement, si on épluchait tous les manuels scolaires, disons qui vont se retrouver majoritairement dans les bibliothèques, qu'ils soient en papier ou qu'ils soient numériques, il y a quasiment pas de figure de personnes afrodescendantes dans ces manuels. Pas non plus beaucoup de figures de personnes racisées de manière générale. Si on parle uniquement des personnes noires, on pourra peut-être trouver éventuellement Toussaint Louverture. Très rarement en fait d'autres figures qui sont dans notre livre, peut-être Senghor également. Mais voilà, on voulait combler ce manque, et ce livre il s'adresse vraiment à tout le monde, c'est-à-dire aux plus jeunes, aux plus grands, aux gens qui n'ont pas de bagage académique, qui n'ont pas fait d'études, qui sont a priori pas intéressés par l'histoire. C'est un livre aussi qui est dense, précis, mais qui est très clair et très... On espère qu'il... moi, il m'a semblé qu'il l'était. Vous racontez l'histoire de la France, vous racontez aussi une histoire de l'Afrique dite noire, de l'Amérique. Vous avez choisi comment ces 42 grandes femmes et grands hommes noirs? En fait, on avait déjà une liste qui est beaucoup plus longue que cette alors quarantaine. Alors, il y en avait combien, par exemple? Je pense qu'en tout, on en a, dans ce qu'on a répertorié, et encore une fois, on n'est pas chercheur, donc on n'est pas allé fouiller les archives, on n'est pas allé fouiller l'histoire dans ce qu'on a trouvé et qui était à notre portée. On en a, on dirait, entre 100 et 150. Donc on voulait, de toute façon, on a comme intention, idéalement, de tous et toutes les traiter. Dans l'idée, c'est un premier tome, on aimerait beaucoup pouvoir faire la suite, mais du coup, il a fallu se limiter pour qu'aussi l'œuvre soit un peu abordable et pas trop longue. Et donc on a choisi une quarantaine de figures qui finalement soient assez représentatives. Donc déjà on tenait vraiment à avoir la parité entre des figures masculines et féminines. On voulait aussi avoir des personnes qui ont vécu à des époques très très différentes. Donc je crois que la plus ancienne qu'on a dans le livre, qui ouvre le livre, qui s'appelle Anne Mousse, qui est considérée comme la grand-mère des Réunionnais. C'est la première femme qui est née sur l'île de la Réunion. Elle a vécu au XVIIe siècle. De 1668 à 1733. Exactement. Et on est allé jusqu'à des personnes qui sont nées avant 1960, puisque 1960... Parce que la dernière, c'est Gélie Belair, je crois. Non, c'est Lausanne Palsy, oui, qui est une réalisatrice d'origine antillaise, particulièrement talentueuse et qui est encore en vie et qui, je pense, a encore des projets en route. Et on a choisi, par contre, de s'arrêter à des personnes qui sont nées avant 1960, puisque l'année 1960, c'est une année un peu charnière dans les relations entre la France et ses anciennes colonies, puisque c'est l'année des grandes indépendances des pays d'Afrique subsaharienne. Et donc, on voulait aussi des personnes qui se sont illustrées dans des domaines très différents. Donc, on a des militaires, on a des personnages politiques, on a un chef cuisinier, on a une sportive, une athlète. Parce que moi, j'ai découvert plein de gens. On connaît... il y en a qui ne savaient pas, Alexandre Dumas, moi je savais qu'il était noir. Par contre, je ne connaissais pas l'existence de Camille Mortenol, qui a rendu plein de services à l'armée française, par exemple. Ou la médecin Alice Mathieu Dubois. C'est qui votre figure préférée? C'est une question un peu bête. Alors je vais y répondre mal, parce que moi j'en ai deux. Deux, c'est bien aussi. Casimir Fidèle, ça a été un de mes préférés dès le début. Pourquoi? Donc Casimir Fidèle, c'est un cuisinier qui va avoir un parcours professionnel absolument incroyable, parce qu'il n'est pas seulement cuisinier, il est reconnu par la confrérie des pâtissiers, rôtisseurs du XVIIIe siècle. Donc ça veut dire qu'il a la formation en fait pour servir à la table des rois, à la table des princes. Et il va utiliser ce savoir-faire en fait pour ouvrir un restaurant de luxe, et il deviendra un investisseur immobilier, un grand patron. C'est un self-made man du XVIIIe siècle assez inouï. Donc lui, il est passionnant. Il y a une autre figure que j'ai découvert quand on écrivait, qui est celle de Andrée Bloin, qui est une femme et qui, elle, a un parcours absolument incroyable, puisque, disons qu'elle aussi, en fait, elle va briser beaucoup de plafonds de verre dans sa vie, disons. Et puis elle va finir par être considérée par la CIA comme la femme la plus dangereuse d'Afrique subsaharienne dans les années 70. Donc c'est vraiment une figure presque mythique, quoi.
Et toi, Pinkadine? Moi, j'en ai 2 aussi. Enfin, j'en ai beaucoup, mais on va dire si je dois en citer 2, bon, je si dirais... vous avez choisi 42, vous aurez pu dire les 42. Exactement. Je crois, hein. Non, mais Özan Palsi, qu'on a mentionné, qui est une femme qui est assez fascinante, qui a un parcours absolument incroyable, qui a reçu les plus grands honneurs du monde du cinéma. Elle a eu un César du meilleur premier film en 1984 pour un film qui s'appelle Rue Cazenègre, qui est une adaptation d'un roman de Joseph Zobel, et qui ensuite a eu beaucoup de mal en fait à poursuivre sa carrière de réalisatrice en France, puisque on considérait que les Noirs n'étaient pas bankable pour l'industrie du film. Donc elle s'est exportée aux États-Unis. Elle a été, on va dire, Robert Redford l'a pris sous son aile à l'époque, l'a aidé à réaliser son deuxième film, pour lequel Marlon Brando, le grand Marlon Brando, est sorti de sa retraite justement pour travailler avec elle. Et d'ailleurs, il a eu un Oscar du meilleur acteur pour ce film-là. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une trajectoire incroyable. Elle a eu un Oscar d'honneur en 2023 qui lui a été remis par Viola Davis de How to Get Away with Murder. C'est quelqu'un qui a inspiré des personnes comme Ava DuVernay, comme Alice Diop, qui marche un peu dans ses pas en termes de récompense. Et je trouve que sa trajectoire, elle est fascinante et en même temps, elle interroge beaucoup, savoir mais pourquoi cette personne n'a pas fait des couvertures de Vogue, de Vanity Fair et n'a pas eu une place dans l'espace médiatique aussi important qu'une Agnès Varda, par exemple. Bon, Vogue a fait des couvertures, mais c'était un peu tardif, il me semble. Ouais. Vous écrivez la question de noir dans votre introduction. La condition de noir n'est qu'une question de perception au sein d'une société. Oui, en fait, je pense que ce petit chapitre introductif, il était là aussi un peu pour poser les mais termes. Elle est bien, votre intro. Hein. Oui. Ça vaut le coup d'être lu en entier. On était là un petit peu pour poser justement les termes, la définition un peu de notre sujet et les termes qu'on allait utiliser. Et c'est vrai que quand on parle de personnes noires, de figures noires, on voulait vraiment finalement être sûr que le lecteur et que les lectrices comprenaient qu'on n'est pas là pour essentialiser des gens. L'expérience, la question d'être noir ou de ne pas être noir, ça dépend finalement d'une expérience sociale, de ce que les gens font finalement projeter sur une personne. C'est vraiment la question raciale au sens sociologique du terme et pas au sens biologique. Et je pense que c'est aussi ce qui se retrouve, c'est le point commun de toutes ces figures, c'est que des personnes qui ont à leur époque, en tout cas, été perçues comme noires, même des personnes qui finalement étaient assez claires de peau. Alexandre Dumas, l'auteur par exemple, était ce qu'on appelait carteron à l'époque, c'est-à-dire il avait un quart de sang il y a des breaks dans le chat qui demandaient est-ce que vous parlez d'Alexandre Dumas? Exactement. Oui. Voilà, Alexandre Dumas, il avait une grand-mère qui était noire, qui avait été esclave, qui avait été déportée d'Afrique. Donc il était clair, et même dans les photos qu'on peut trouver d'Alexandre Dumas, qui sont en noir et blanc, on peut... on ne le voit pas forcément. Mais à l'époque où il a écrit, à l'époque où il a vécu, il a été caricaturé de manière très raciste. Et c'est justement ce côté noir, cette ascendance noire, qui a été utilisée pour un petit peu le ridiculiser. Donc c'est quelqu'un qui a eu cette expérience, en tout cas, de personnes qui subissent les préjugés racistes contre les Noirs à cette époque-là. Votre histoire, elle commence avec Anne Mousse, à sa date de naissance, 1668, on est en 2023. Pourquoi aujourd'hui le grand public ne connaît pas ces figures ? Ou la plupart de ces figures quand même. Alors il ne connaît pas ces figures, bon peut-être déjà parce qu'il y en a qui sont très anciennes, mais aussi parce que certaines de ces figures parfois, là vous avez cité Anne Mousse, mais c'est vrai que n'ont pas forcément été extrêmement connues de leur vivant, c'est la plus ancienne. Après il y a aussi un phénomène, la plupart de ces personnes ont eu une forme de reconnaissance de leur vivant, puisque d'ailleurs il y a eu suffisamment de traces pour que nous on puisse ensuite découvrir des informations, chercher de la documentation sur elles. En revanche, si jamais le grand public aujourd'hui les connaît pas nécessairement, c'est parce qu'elles ont été invisibilisées, parce qu'en fait elles ont, disons, pas eu leur place en tant que figure d'une manière ou d'une autre subalterne, on va dire. Elles n'ont pas eu leur place dans le récit national. Et c'est vrai que c'est un des objectifs du livre, c'est vraiment de montrer en fait que ces figures, elles font partie du patrimoine national, que ce soit le patrimoine, celui voilà, du grand roman national qu'on va écrire au Panthéon, mais aussi du patrimoine populaire, quoi, puisque elles appartiennent à beaucoup d'univers culturels et sociaux différents. Est-ce que c'est le mot de la fin, messieurs, puisque je vois que l'heure tourne? Le mot de la fin pour l'un et l'autre? Le mot de la fin, c'est lisez le livre. Ah non, pas le mot de la fin, pas du tout. Non. Il y a Mister Nuts qui pose une question. Quel est l'avis des invités concernant Dumas et Auguste Maquet et les doutes à propos de la paternité de ses œuvres? Si vous avez la réponse, sinon c'est pas grave. La justice a tranché. À l'époque du vivant de Dumas, a donné raison à Alexandre Dumas. Donc pour aujourd'hui, en 30 secondes, on peut s'en tenir là. Voilà.
Et du coup, le mot de la fin, c'est lisez visible, intéressez-vous à ces parcours. Derrière les histoires, derrière les figures, derrière les personnes, il y a aussi les idées. Et je pense qu'au-delà juste de connaître tel ou tel personnage de telle ou telle époque, je pense que pour aller plus loin, c'est intéressant d'aller lire ce qu'ont écrit ces personnages, d'aller lire ce qu'a écrit Senghor, d'aller lire ce qu'a écrit Fanon, ce qu'a écrit Suzanne Lacascade, parce que c'est aussi les idées que ces personnes-là ont développées en tant que personnes qui appartenaient à l'Empire français, en tout cas qui étaient des citoyens français qui ont eu une existence en France. C'est intéressant aussi de voir à leur époque comment ces personnes-là ont vécu leur identité. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent des États-Unis et c'est intéressant, mais je trouve que c'est intéressant aussi de comprendre comment les personnes noires dans ce pays, à travers le temps, ont pensé leur identité, ont pensé leur métissage finalement entre l'Europe et leur ascendance africaine. Il y a Mister Notes qui dit Casimir Fidèle, un Guinéen incroyable. Le mot de la fin, Léo? Et alors le mot de la fin, du coup, je rebondirai sur ce qu'a dit Benkadi, c'est lisez le livre, aimez-les, ces personnages. En fait, ils appartiennent vraiment à tout le monde. C'est vraiment un livre... je pense qui a un bel outil de transmission. En tout cas, on l'a pensé comme ça. Et c'est un livre à partager avec les gens autour de soi aussi. Ça s'appelle Visible, c'est paru chez Stock, ça coûte 19,50 €, c'est 185 pages, pardon. C'est dispo dans toutes les bonnes librairies et en fait un petit peu partout et je vous le recommande chaleureusement. C'est la fin de ce stream, merci de l'avoir suivi, merci à tous les deux de vous être transportés jusqu'au 3e étage de la Maison de la Radio. Merci beaucoup. Un mardi midi. Merci à vous aussi dans le chat, bien sûr, vous avez été très très nombreux aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir. Merci pour vos coups de gueule, merci pour vos grandes questions, vos petites questions aussi. Merci en tout cas pour votre grande bonne humeur. Merci aussi à Hugo, à la réal, pas merci à la console qui nous a fait plein de problèmes aujourd'hui. Désolé pour tous ces petits flottements. Bon, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et il faut qu'on change la console. Merci à Mathis, le programmateur de l'émission. Merci à Steph, sans qui ce stream serait en noir et blanc. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans une minute sur Twitch, sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent réécouter le stream donc avec les oreilles, donc vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. La discussion se poursuit, il me semble aussi sur Discord. Vous avez le lien dans une seconde que Julot va vous mettre. On va se retrouver jeudi à midi pour 1 heure de stream. Mathis, je crois qu'on va parler d'environnement. Mathis qui programme l'émission. Salut Mathis, ça va? Reviens dans le cadre, laisse-toi. Parce que faut que je fasse un petit peu. On se retrouve ce jeudi de midi à 13h pour les nouveaux horaires. Et on va parler du projet de construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. On va revenir un petit peu sur ces enjeux-là qui sont dénoncés par les écologistes et les scientifiques. Et revenir également sur la mobilisation du week-end dernier avec des personnes qui étaient sur le terrain. Donc on se retrouve jeudi de midi à 13h. Donc ça va parler d'environnement, d'autoroute, ça va parler d'urbanisme aussi, ça va parler de lutte. Ce sera donc de midi à 13h. On teste l'horaire du midi pendant les vacances scolaires. On verra si on continue comme ça à la rentrée. Pour l'heure, il est 13h50 passé de 50 secondes. Je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous. Salut et à jeudi.